Bonsoir à tous, mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir encore pour une nouvelle édition de Le Grand Soir, édition de ce 20 janvier 2026. On va avec nos invités aborder deux thématiques. La première est relative à la sortie du GCAM, le groupement des entreprises du Cameroun, qui appelle le président Paul Biya à remanier et à mettre en place un gouvernement de rupture, d'action et de restauration justement de la confiance. C'est les expressions utilisées par Célestin Tawamba et le GCAM. Mais on parlera également de cet anniversaire entre guillemets de l'actuelle constitution du Cameroun, celle du 18 janvier 1996. Il y a de cela 48 justement, on franchissait la borne des 30 ans de cette constitution qui avait pour mission de soutenir les libertés, la démocratie et la gouvernance. Au regard justement de ce que nous vivons au Cameroun, est-ce qu'on peut considérer qu'après 30 ans d'existence, cette constitution a atteint, a rempli sa mission? Est-ce une mission accomplie? On va le voir avec nos invités. Maître Jean-Guy Zogo, le président général de l'Union des populations africaines, qui est déjà là. Maître, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Bonsoir à mes co-discutants. Mes amitiés à nos millions de téléspectateurs et de télé-internautes. Tous mes encouragements à l'équipe technique qui nous permet de diffuser le panafricanisme authentique à travers le monde. Et félicitations pour votre tout nouveau plateau qui est tout beau. Il faut féliciter Denis. C'est le premier d'une série. Justement, ça fait plaisir d'une série. On a décidé de lever un peu le niveau parce que les attentes sont nombreuses et aujourd'hui il faut satisfaire entièrement nos téléspectateurs et vous faites bien de saluer le PDG. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Je continue à le dire, Info TV, c'est le lion qui rugit dans la jungle médiatique camerounaise. Le lion. Oui. Le bon lion. En tout cas, à la Cannes, là, on a eu beaucoup de lions. Hein. Non, le lion ne triche pas. Donc, c'est le vrai lion qui a... Il y a des lions tricheurs. Il y a des lions qui trichent. Comme Rigobert disait, certains sont des pseudonymes et d'autres sont des noms. Ah, ok. Jolie écharpe. Hein. On reconnaît quelques visages. C'est Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba. Patrice Lumumba, Anta Diop, Maître Jean-Guy Zogo, Hubert Kamgan, Joseph Tchondjian. Vous êtes aussi là, les gens? Oui, bien sûr. D'accord. Quand on vous passe le relais, il faut l'assumer. C'est pas évident, mais il faut l'assumer. Ah, le panafricanisme. Il a commencé en 1900 en marge du congrès de Manchester et il continue aujourd'hui. C'est une course de fond et chaque génération remplit sa mission et passe le relais à la suivante. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Union des populations africaines. Accueillons François Sémé qui commence à être un habitué de ce plateau. Il est consultant en développement des territoires. François, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs, bonsoir sympathie, bonsoir à tous les maires du Cameroun. Pourquoi je le dis Jean-Jacques, c'est... Vous êtes l'ami des maires alors? Oui, en rapport avec les douleurs qu'ils continuent de connaître en ce moment. Parce que, voyez-vous, les mairies souffrent d'anorexie financière. Et en ce moment même, au lendemain du lancement du budget du côté de Ngaoundéré, nous pouvons dénoncer ici l'absentéisme des différents responsables financiers des régions et l'institutionnalisation des 10% qui continuent de bloquer les processus et qui font tout de suite que dans les communes, vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'activité, c'est pas dynamique de ce côté-là. C'est pratiquement le désert et là-dessus, nous attirons l'attention ici du ministre Moutazé qui a plutôt tenu un très beau discours de ce côté-là en indiquant qu'il fallait donner les moyens à ses collaborateurs quand il est question d'atteindre atteindre les objectifs et réaliser certains résultats. Donc, en ce point-là, nous voulons attirer l'attention du MIFI pour dire qu'il faut peut-être sensibiliser et peut-être rappeler à l'ordre ses collaborateurs dans les différentes régions. D'accord, une affaire de 10%. Encore exigé dans certaines régions. Merci pour cette dénonciation. Accueillons Ernesto Yéné qui nous a quelque peu manqué sur nos différents plateaux. Ernesto, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux téléspectateurs du Grand Soir et aux internautes. Bonsoir à tout le panel, c'est un plaisir d'être là et ma foi j'espère que mes absences ont été quand même expliquées ici, qu'on ne pense pas que j'avais un boycott, c'est ça qui est dans l'air, contre Info TV. Non, ce n'était que des occupations professionnelles qui me poussaient à ne pas être là. Vous savez, nous ne vivons pas derrière certaines personnes
Nous vivons encore notre travail. Et vous mangez à la sueur de votre front, Voilà. encadrant les jeunes, conduisant les jeunes, formant les jeunes, s'occupant des questions de la société dans plusieurs ONG. On vous soupçonne aussi de viser le fauteuil du maire de Yaoundé 4. Non, ce n'est plus un soupçon. Ah, d'accord. C'est vrai que certaines personnes l'ont pris pour une espèce de délit. Je profite donc de ce plateau pour le dire ici. En 2026, on sera en face pour porter une liste dans la commune de Yaoundé 4, dont je suis originaire. Et ce sera sur la bannière d'un mouvement qui s'appelle Mouvement 1000 citoyens engagés pour Yaoundé 4 et l'Onfundi. Le parti qui va nous investir là viendra après, parce que ce n'est pas ça l'urgence maintenant. C'est d'avoir 1000 profils sérieux pour pouvoir faire des Yaoundé 4 une commune test en termes de changement, en termes de management et d'amélioration du cadre de vie et des besoins basiques des populations. Ce qu'on pourra faire en raison ou alors avec les embuscades qu'il y a dans nos désorganisations, on le fera. La question des ordures, nous on pense qu'en moins de 6 mois on peut régler cette question-là, si on est aux affaires. Donc on se prépare et on arrive. Dans tous les cas, vous êtes également un expert en développement local. Moi, j'ai envie d'applaudir pour cet engagement. Peut-être que bientôt, tu viendras ici avec l'écharpe de M. le maire de Yaoundé 4e. Pour les jeunes qui hésitent, il faut se lancer. Le tout n'est pas d'être dans un parti politique. La démarche est fondamentale. Partie de ce mouvement, mobiliser 1000 jeunes et puis le parti qui va investir arrivera le moment venu. Ernesto Yéné, je serai l'ami du maire. Justement, il faut dire aux gens que l'urgence, ce n'est pas le parti politique, ce sont les gens. On a plus de 300 partis politiques au Cameroun, mais il y a des partis qui ne peuvent pas vous faire une liste de 61 conseillers à un des 4. Ouais. Il faut d'abord avoir les gens. Et quel type de profil? Moi, j'ai la chance, je appelle ça une grâce, qu'il y a des gens qui viennent de partout. Des experts en environnement, des experts en économie halieutique, des experts en économie solidaire, des gens des profils vraiment étonnants dans mon village que je ne connaissais pas. Mais qu'au travers de cette candidature, on a découvert. Lancez-vous, n'ayez pas peur. Si lui-même il a dit que c'est le temps des jeunes et des femmes, ne regardez pas ce qui s'est passé dans les régionaux là et tout ça, où les mêmes vieux sont revenus. Entrez dans l'affaire, vous n'avez rien à perdre de toutes les façons. Ernesto Yéné, accueillant Paul-Stéphane Moudouga, il est politologue, il est également un habitué de ce plateau. Paul-Stéphane, bonjour. Bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs et même aux internautes. C'est toujours un plaisir d'être là, d'échanger sur les questions de la République, tout en espérant qu'une fois de plus en cette soirée, nous serons à la hauteur des attentes de vos téléspectateurs. On n'en doute pas, dans tous les cas. Tout à l'heure, on accueillera Lucien Bidima qui s'installe déjà. Il est militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, élite forte de l'arrondissement de Esseux, avec plusieurs projets. D'ailleurs, là-bas du côté d'Esseux, c'est un acteur également de la sécurité sociale, bien connu. C'est bon, on peut l'accueillir maintenant. Lucien, bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir, excusez de mon retard. Je ne peux pas ne pas vous féliciter pour ce beau plateau qui est devenu formidable. Je voulais dire que du côté d'essai, effectivement, je suis aussi le président des élites, le président d'un Sanbang Association de développement. Ah, d'accord. Et je vous invite tous à une assemblée générale que nous organisons samedi, le 11. Le samedi, c'est le 24, à partir de 11h, dans notre salle culturelle. C'est un événement important qui réunit toutes les filles et les fils veuleux, ceux de la diaspora, ceux de l'extérieur comme de l'intérieur. Ça nous permet tout au moins de recadrer le développement, parce que le développement aujourd'hui est local. Il faut qu'il parte de la base avant de remonter vers le haut, parce que c'est l'erreur que nous faisons au quotidien. Et nous avons décidé de faire l'audit de notre développement, l'audit de la fraternité, pour se projeter dans l'avenir. Ce n'est pas dans le cadre forcément des élections, parce qu'on inclut tout le monde, tous les partis politiques qui sont concernés. Et surtout, on a décidé d'intégrer là-dedans ceux qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire les communautés qui vivent avec nous, parce que tout le monde participe à ce développement. Donc Jacques Zé serait très très ravi de vous recevoir de ce côté, parce que... Surtout que c'est beaucoup plus facile maintenant de se rendre ici. Oui, et ce à 45 minutes à partir de ce soir, vous y êtes. Et c'est aussi un axe de développement que le président Paul Biya nous a gratifié avec une route formidable, soit et ce Hawaï, qui nous permet aujourd'hui d'être totalement ouvert, que ce soit vis-à-vis de la capitale ou vis-à-vis de notre département. Mais donc je ne peux pas oublier de dire aussi merci au ministre Mbagaterna, à Sa Majesté Assognane qui vient de devenir le président du conseil régional. Et on a un maire très dynamique, le maire Ndongo Bouné, qui a refusé le poste de directeur.
au niveau dans un ministère de la place, pour le ministère de la décentralisation d'ailleurs, pour aller s'occuper des problèmes des populations. Un jeune d'à peine 40 ans. Vous voyez le choix qu'il a fait. Ce choix-là, il faut magnifier ça. Alors permettez quand même de dire, Bonana, mon beau-père, Manga Fouda, qui me l'a reproché la dernière fois, il faut bien que ça soit ainsi. C'est important de penser au beau-père. Merci. On va prendre un verre d'eau avec notre eau minérale naturelle Source Bonis qui accueille dans quelques jours le Premier ministre du côté de Berthois pour les travaux d'extension et même la mise en œuvre d'une usine qui va produire cette fois-ci de la bière dans la localité de Nganké. Le PM sera là-bas. On salue l'eau minérale Source Bonis. Est obtenu au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Informations relatives à l'appel du GCAM ont indiqué que le GCAM de Célestin Tawamba mettait la pression sur le président Paul Biya relativement au remaniement ministériel. Le GCAM souhaite la mise en œuvre d'un gouvernement de rupture, d'action et de restauration de la confiance. Est-ce qu'il s'agit à proprement parler d'une pression, Paul Stéphane? J'ai envie de dire que si on s'en tient à ce que le président lui-même a dit, oui, il s'agit d'une pression parce que il faut rappeler ici que le président n'est pas habitué à la diligence dans les actes. C'est vrai qu'il a dit qu'il mettrait un gouvernement dans les prochains jours, mais dans une chaîne concurrente, j'indiquais encore que parfois le président de la République se comporte comme Dieu. Vous savez, quand vous lisez la Bible, on vous dit que pour Dieu, 1000 ans parfois c'est un jour. Et parfois un jour c'est 1000 ans. Et notre président a cette habitude-là. Ça veut dire que quand il vous dit dans les prochains jours, ça peut être l'année prochaine. Et quand vous analysez justement l'environnement politique actuel, vous vous rendez compte que tout stagne en réalité parce que tout le monde attend le remaniement ministériel. Et ça a une incidence même sur le plan économique. Donc le GICAM, qui est donc cet acteur principal de l'économie camerounaise, met dans la pression au chef de l'État en lui disant qu'il faut remanier pour que les activités reprennent. Parce qu'aujourd'hui, on a des ministres qui ne veulent même pas commencer un dossier parce qu'ils ne savent pas si ce sont eux qui vont terminer ce dossier-là. Il y a même des acteurs économiques qui ne veulent pas engager des dossiers parce qu'ils savent qu'on va engager un dossier aujourd'hui et on remanie demain. Et au Cameroun, il n'y a pas la culture de la continuité du service. Il va falloir que vous recommenciez avec le nouveau ministre. Donc vous comprenez que c'est une pression légitime même. C'est une pression qu'il faut mettre au président de la République pour qu'il comprenne qu'il est grand temps qu'on ait un nouveau gouvernement parce que sur le plan technique, en vérité, on devrait avoir un gouvernement depuis. Parce que les éléments qui convoquent ou alors qui obligent un président de la République à remanier, nous avons la démission. Nous avons eu des démissions dans notre gouvernement. Nous avons les décès. Et même encore plus loin sur le plan technique, en réalité, quand vous avez consommé les 2/3 de votre mandat, vous devez au moins réaménager. C'est pour ça qu'en 2015, le président réaménage avant de remanier quand il va gagner les élections de 2018. Donc, quand vous voyez tout ça, vous posez la question, mais pourquoi le président de la République tarde-t-il avec le remaniement ministériel? Est-ce que ce sont les réseaux qui empêchent ce remaniement ministériel, comme on nous dit? Est-ce que c'est autant de questions qu'on se pose? Mais sauf que l'économie ne se pose pas des questions. Là, vous savez, en économie, on ne rattrape pas un jour perdu. Je dis en économie, on ne rattrape pas un jour perdu. Donc, pour moi, je pense que le GICAM est dans son rôle de mettre une véritable pression. Et je suis d'autant plus d'accord avec le GICAM quand il parle d'un gouvernement de rupture. Parce que les résultats des élections démontrent qu'il faut un gouvernement de rupture. Parce que le président a certes eu 53%. Ça veut dire que s'il y avait 100 personnes qui sont allées voter, 47 personnes ont dit que « Monsieur le Président, on n'est pas d'accord avec ton gouvernement ». Donc vous vous rendez donc compte que 47 personnes sur 100 personnes sont en train de lui dire que « Monsieur le Président, ce
que vous avez nommés le 4 janvier 2019 en réalité ne sont pas des personnes qui peuvent implémenter votre vision, ne sont pas des personnes qui peuvent nous donner de l'eau potable, ne sont même pas des personnes qui peuvent implémenter ou alors permettre que la décentralisation soit véritablement effective au Cameroun. Mais Zogo, il ne s'agit donc pas d'une pression purement politique, parce qu'on a quand même entendu certains vouloir assimiler cette sortie de Célestin Wamba à des pressions politiques. Il y a des raisons économiques qui pourraient justifier la sortie du GECAM. Jean-Jacques Zé, ces 30 dernières années, nous avons assisté à un formidable jeu de désacralisation de la parole présidentielle de la part du régime en place, des collaborateurs du chef de l'État, qui systématiquement font mentir ce monsieur. On est passé des glissements de dates pour l'organisation des Coupes d'Afrique des Nations à des annonces foireuses qui n'ont finalement rien donné. L'autoroute Yaoundé-Douala, et ce qui m'embête... La fameuse route Ebolo-Kribi à Comde, qui a été annoncée si on se met à citer le nombre de choses que Paul Biya a annoncé dans ses discours en 30 ans, je vais seulement prendre les 30 dernières années, et qui ne se sont pas réalisées, l'émission ne suffirait pas, rien que pour les énumérer. Et on ne serait même pas forcé d'être exhaustif. On a désacralisé la parole présidentielle. Et le pire dans ce qui est en train de se passer, c'est que on vous dit que le GICAM met la pression sur le président de la République pour un remaniement. Est-ce que lui-même, il ne pense pas qu'il doit remanier? Parce que lorsque Paul Stéphane dit que le gouvernement du 4 janvier 2019 ne remplit pas sa mission, ou bien ne permet pas au chef de l'État l'implémentation de sa vision, est-ce qu'il en a d'abord une? Parce que je suppose qu'il en a une, c'est sur la base d'une vision. Non, moi j'ai toujours dit qu'il n'en a pas. Il a été réélu. Il n'en a pas. Il a été réélu. Il y a 53% des électeurs. L'espérance, ce n'est pas une vision. C'est un slogan politique creux. Lorsque vous lisez le livre pour le libéralisme communautaire, ce n'est pas un projet de société. C'est une vision. C'est juste un livre, monsieur. Non, vous n'allez pas dire ça. Vous savez... Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais vous ne direz pas ça. Non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas une question de ne pas être d'accord. Je suis un idéologue et je vous dis que ce n'est pas un projet de société, c'est un livre. Si tout le monde pouvait écrire un truc et dire que c'est un projet de société, ça se saurait. Le problème, c'est lequel? C'est que quand Paul Stéphane dit que ces 100 personnes ont voté, 37 n'ont pas voté pour le président de la République. Le problème se pose que même celles qui ont voté pour le président de la République devaient lui exiger des comptes. On vous donne l'impression que si vous n'avez pas voté pour lui, c'est là où vous êtes appelé à lui demander des comptes. Même ceux qui votent pour lui doivent lui demander des comptes. Naturellement. Ça veut dire que le GICAM, lui, il est même en train de jouer sa partition en ce qui concerne l'économie. Parce qu'on sait tous qu'au-delà de l'élection du président de la République, il y a eu une crise post-électorale. J'ai entendu un camarade du grand frère dire que c'était juste un mouvement d'humeur. Ça m'a fait sourire sur une chaîne concurrente. C'était une crise post-électorale, des gens sont morts. Il y a eu des biens qui ont été détruits. Le GICAM a fait une évaluation des pertes. Et le GICAM, dans son rôle, vous dit que si vous ne relancez pas la machine administrative, puisque l'État est fortement impliqué dans l'économie, vous n'allez pas nous permettre de pouvoir juguler les pertes qui continuent, puisque, comme je disais tout à l'heure, en économie, un jour ne se rattrape pas. Moi, ce que je voudrais surtout dire à mes compatriotes, vous n'êtes même pas très sûr lorsqu'une décision est prise, si à la fin, c'est même ce qui est... Et là, ça démontre simplement que de deux choses l'une. Soit celui qui est censé gouverner en a perdu la capacité entre-temps, soit alors cet imbroglio est organisé par lui pour lui permettre d'être toujours celui qui apparaît comme le sauveur. Lorsque les choses vont de mal en pire, à un moment donné, tout le monde dit on en appelle au chef de l'État. À croire que le pays lui appartient, que le temps même lui appartient. Parce qu'il y a un camarade du grand frère Bidima qui m'a dit, en réponse, je lui ai dit, le président de la République a dit dans son discours qu'il va nommer un gouvernement dans quelques jours. Son camarade m'a rappelé que l'année a 365 jours. Donc dans la tête des gars, ils vous disent que non, écoutez, il a dit qu'en quelques jours, mais ça peut arriver dans 300 jours. Ils n'ont aucun respect pour les Camerounais. Absolument aucun. Dans tout ce qu'on est en train de dire là, c'est même le sujet de tout à l'heure qui va le démontrer. Des gens sont dans une posture dans laquelle vos malheurs ne leur disent absolument rien. Parce que lorsque le GICAM fait un état de ce que les gens ont perdu, ce sont des biens et des vies qui sont perdus lors de la crise post-électorale, quand on vous démontre que
ceux qui, par exemple, postulent à la commande publique, parfois, pour vous faire payer un marché, vous pouvez vous passer 1 ou 2 ans. Parce que l'État est qualifié désormais de mauvais payeur. Lorsqu'on vous dit que vous voulez mener une activité économique au Cameroun, la corruption qui est dans l'administration est telle que vous devez intégrer les bakshish comme charge incompressible de votre activité. Et logiquement, vous dit, écoutez, vraiment, ça devient difficile, puisqu'il y a une sorte d'attentisme qui s'est emparé des institutions en place, parce que tout le monde se dit qu'il y a un gouvernement qui arrive dans quelques jours. Remanier donc et qu'on passe à autre chose. Mais ça démontre aussi simplement que ces 30 dernières années, lorsque le président de la République vous dit quelque chose, vous n'êtes pas sûr que ça va se réaliser. On a désacralisé la parole présidentielle et ça montre simplement que quelque chose doit être fait pour que ceux qui sont là aujourd'hui, qui ont démontré leur incapacité à gouverner et qui administrent simplement comme dans une néocolonie, qu'ils passent la main, c'est tout. D'accord, Lucien Bidima, toute la presse a parlé d'une pression sur le président Biya et c'est maître Jean-Guy Zogo qui demandait pourquoi lui faire pression. Est-ce que lui-même il ne sait pas qu'il doit remanier? Est-ce que le GECAM, c'est une sortie opportune qui s'explique, qui se comprend? D'abord, je voulais poser une question. Il y a les juristes ici. Oui. Est-ce que la Constitution obligeait le président de la République à remanier? Évidemment que non. Voilà. Commençons par là. Le président Paul Biya, c'est un juriste. Le président Paul Biya, c'est un légaliste. Le président Paul Biya agit selon la loi fondamentale de notre pays, qui est la Constitution. Il a gagné les élections présidentielles. Il peut décider de ne même pas remanier. Et il va continuer à gérer le pays selon le mandat que le peuple camerounais a dit qu'il est au courant de nos frustrations. Alors, mais je voulais dire, il y a quelque chose qui ne marche pas avec le GICAM. Le GICAM n'est pas un parti politique, auquel cas qu'ils viennent au niveau de l'arène politique. On va se parler les yeux dans les yeux de leur manière de fonctionner. Parce que quand vous parlez de cette corruption-là, ce GICAM-là, je n'ai jamais vu le GICAM se rebeller contre les mauvaises manières que font d'abord les propres membres de son association. En ce qui concerne la corruption, pour qu'il y ait corruption, il faut qu'il y ait corrupteur. Alors on ne peut pas dire que ce n'est pas le GICAM. Que le GECAM a perdu le droit de parler parce qu'il y a de corruption là-bas. Aujourd'hui, regardons seulement comment l'État fonctionne. Je crois que c'est hier que le ministre Montazé a relancé les activités de la douane. Avant ça déjà, il a purement et simplement relancé les activités concernant notre budget. Aujourd'hui, l'Assemblée générale a siégé normalement et le budget est en fonctionnement. Attends, vous voulez quoi? Le gouvernement travaille. C'est parce que tout simplement, vous êtes dans cette histoire, vous ne voulez pas voir la tête de tel ou tel. Vous faites comme si le Cameroun n'existe pas. Le gouvernement travaille. Mais vous faites comme... On fait comment pour avoir un taux de croissance de 3%? On fait comment pour payer les fonctionnaires tous les jours? On fait comment pour continuer à assurer les services de l'État? On fait comment pour continuer à payer, ne serait-ce qu'au niveau des sociétés, des organismes, des salariés? Donc ça va. Le gouvernement travaille. Je ne dis pas que ça va. Aucun pays au monde, même pas les États-Unis, ne peut vous dire que ça va. Mais je dis aujourd'hui, le GICAM ne peut pas faire pression à un chef d'État. Je ne sais même pas si vous vous imaginez ce que c'est qu'un président de la République. Wow. Mais c'est le cœur de l'économie. Alors, mais je dis, l'économie... Lucien, si c'était le GICAM, moi j'ai beaucoup aimé quand il a développé, vous l'avez laissé développer, dit de tout ce qu'il pouvait dire. Oui. Alors, mais vous ne pouvez même pas vous imaginer que cette économie-là, le président de la République définit la politique de la nation. Il donne les grandes orientations sur le plan économique. Et il y a les gens qui sont là pour implémenter ça sur le terrain. Le GICAM n'est qu'un acteur parmi tant d'autres. Parce que nous avons même l'extérieur. On ne peut pas dire que ce n'est que le GICAM qui régit toute l'économie camerounaise quand on sait qu'une partie de cette économie-là vient aussi de l'informel. Alors le GICAM ne peut pas se lever un bon matin et dire tout s'est arrêté alors que le GICAM n'arrive même pas, certains d'entre eux n'arrivent même pas à payer les impôts. N'arrive même pas à payer tout ce qui est à payer pour que le Cameroun fonctionne ou que le Cameroun continue à fonctionner. Alors, je dis, il
m'a dit là que non, on ne paie pas les factures. Quelles factures on ne paie pas? C'est qu'il y a la dette intérieure est quand même assez parlante, Lucien. Et dans tous les pays du monde, d'une manière ou d'une autre, asphyxiante, la dette intérieure. Non, la dette intérieure n'est pas asphyxiante, sinon toutes les entreprises fermeraient. Vous avez dit quelque chose. Moi, je suis dans la sécurité sociale. Oui. Je connais le nombre d'employeurs au Cameroun et comment ces employeurs augmentent au jour le jour. Parce que pour être employeur au Cameroun, obligatoirement, vous devez affilier votre personnel à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Je peux vous donner le ratio d'augmentation. Je peux vous dire le nombre d'allocataires. Je peux vous dire ceux qui bénéficient de tous des avantages au niveau de la sécurité sociale. Non, les gars n'est pas mais on dit ceci. Si le GECAM ne s'exprime pas, qui va s'exprimer donc? Mais parce que je fais partie du GECAM. C'est le GECAM qui me fait vivre. Non, le GECAM peut s'exprimer ou ne pas s'exprimer. Le Cameroun va continuer à fonctionner. Alors, mais je vais dire. C'est quel Cameroun sans économie? Le vrai problème, Jean-Jacques, oui, c'est que vous êtes un journaliste émérite comme vous êtes là, très compétent. C'est un piège. Bidima se lève. C'est un piège. Bidima se lève un matin. Le responsable de la sécurité sociale commence à dire qu'il est le meilleur journaliste. Tout simplement parce qu'il vient s'asseoir devant vous et puis qu'il réponde, qu'il fasse une bonne analyse. Le GECAM n'est pas le gouvernement camerounais. D'ailleurs, je veux vous dire qu'au niveau du gouvernement, il n'y a qu'un ou deux ministères qui s'occupent de l'économie. Ce n'est pas tous les ministères qui s'occupent de l'économie. Je ne suis pas d'accord. Hein. Alors, mais j'ai dit, le président du GECAM doit rester à sa place. Et puis, on n'a pas besoin de toute cette publicité. Si le GECAM veut être reçu même par le président de la République, par le ministère de l'économie, ou bien par le ministère des Finances, il y a toutes ces voies. Le président du GECAM que je connais bien, parce qu'il est membre du conseil d'administration de mon organisme comme moi, c'est un administrateur. J'ai toujours dit, la publicité, cette promotion-là, cette vision de croire qu'on connaît tout pour tout le monde, cette sensation de croire qu'on peut donner des leçons à un président de la République. Non, vous m'avez répondu que le président de la République n'est pas obligé de remanier. Il va le faire à son heure et à son temps. Tant qu'il est vrai que le Cameroun va continuer à fonctionner, tant qu'il est vrai que notre économie continue à fonctionner, vous savez le nombre de personnes. Nous sommes 30 millions de Camerounais. Il y a combien de membres du gouvernement, Jean-Jacques? Si on cite nous tous qui sommes ici là, est-ce que nous attendons aussi à entrer au gouvernement, peut-être quelques-uns? Moi, je suis membre du EDP, c'est peut-être pas vous. Alors, mais j'ai dit, il faut arrêter avec ça. Le pays ne peut pas se cloisonner, le pays ne peut pas rester statique, le pays ne peut pas s'arrêter parce qu'on attend le gouvernement. On se pose, et je suis pas là. Est-ce que vous vous posez la question là où vous travaillez, ce que vous faites au quotidien, de vous demander, est-ce que je fais normalement mon travail? Est-ce que j'ai besoin, moi, Bidima, du gouvernement de la République pour servir les Camerounais qui ont besoin de la sécurité sociale? Je n'en ai pas besoin. Comme mettre n'importe quel ministre, je continuerai à faire mon job. Chacun doit faire son job au quotidien. Et le job du président, effectivement, donc si vous parlez de gouvernement de rupture, mais laissez le président le temps d'évaluer les 4 millions de Camerounais que nous sommes, pour choisir là-dedans les Camerounais qui peuvent l'accompagner dans cette D'accord, mais merci Lucien. Alors le GECAM dit ceci, sur le plan national, bien que les perspectives de croissance demeurent globalement positives, le GECAM rappelle néanmoins que l'économie camerounaise fait face à des défis structurels persistants. Le secteur privé, moteur essentiel de la création de richesses et d'emplois, évolue dans un environnement des affaires encore marqué par des lourdeurs administratives, une pression fiscale élevée, un accès limité au financement, un déficit énergétique important, une dégradation des infrastructures, des coûts logistiques importants et une instabilité réglementaire qui freine l'investissement. À ces contraintes structurelles se sont ajoutées les séquelles de la période post-électorale dont les effets se font encore sentir sur le climat des affaires et sur le moral des acteurs économiques. C'est ce que le GECAM dit. Qui Attends, il faut nous rappeler. Il a dit quoi de l'économie? Mais tout ce qu'il dit. Non, il a dit que sur l'économie, bien que les perspectives de croissance demeurent globalement positives. Positif, restons là. Non, pas avec cette magie, cette gymnastique. Si les perspectives sont positives, oui, mais continuons à encourager. Vous voulez pas qu'il se plaigne de l'absence d'énergie, et tout ça là. On va passer la parole à quelqu'un d'autre. Merci. Ernesto, sur cette sortie du GECAM, tout le monde semblait être d'accord avant Lucien Bidima qu'il s'agit d'une pression qui peut se comprendre. Tant que le pays de Cameroun n'est pas encore une église et qu'on se proclame république et démocratie, le président est à notre service. C'est-à-dire que lui, il doit nous écouter. Si ce n'est pas le cas, dis-nous qu'on est un chefferie dans une église, là on passera la main.
Encore à la chefferie. Qui est mieux placé que le GECAM? Qui vous dit qu'ils sont le moteur de l'économie? Dans un pays, c'est normal. Un monsieur comme le président GECAM, d'accord, il rencontre le président au moins chaque mois. Dans un pays, c'est normal que chaque mois, il rencontre le président. Et qu'il le président, voilà ce qui blesse ou ce qui dérange. On avance. Parce que l'intention du GECAM, c'est qu'on doit avancer. Il n'y a pas de perspective positive. Je crois qu'il est même un peu trop optimiste. Parce que dans notre SNI 30 qui va 2020-2030, on a projeté un taux de croissance de 8%. On est à 4 ans de 2030. Voilà. En ce moment, on est à 3. Voilà. Bon, si tu trouves que c'est positif, c'est déjà bien. Mais maintenant qu'on écoute la suite de ce qu'il dit, pourquoi on ne cale pas sur ces 3% justement? Parce que le gouvernement a aussi la capacité d'écouter, même si on résout le problème des gens. Donner l'impression aux gens que vous faites semblant de les écouter. C'est ça. Et dans tous les autres pays où ce n'est même pas écrit dans la Constitution qu'on remanie, on pense qu'il y a une élégance démocratique qui voudrait qu'on réponde aux gens qui vous ont même élus. Nous, les gens qui vous ont élus attendent que les choses bougent. Tout le monde veut que ça bouge. Et le GECAM qui sait que, plus que nous, je pense, que l'habit d'un État, c'est son gouvernement. C'est un peu comme si vous voyez un moine passer dans la route et vous voyez le moine habillé. C'est son gouvernement. On vous dit, le pays, vous allez investir là. Il y a un gars qui est ministre du Commerce depuis plus de 20 ans. Il ne fait pas son travail. Je n'arrive pas là-bas. J'arrive là-bas. Et il est embarqué. Il a ramené le prix du cacao à quel montant? J'arrive là-bas. C'est rentré en compte. Mais toujours. J'arrive là-bas. Il ne fait pas son job. Je viens sur vous. Je sais pourquoi je viens sur vous. Quand on vous dit que quelqu'un dans un pays où il y a des ministres qui ont plus fait plus de 20 ans à leur poste, c'est de deux choses l'une. Soit ils travaillent très bien, soit ceux qui les ont les ont oubliés. Et ils sont dans le gouvernement, il y en a qui sont décédés depuis plus de 2 ans, qui n'ont pas été remplacés. C'est un mauvais signe qu'on envoie aux autres. Et c'est ce que j'ai quand même vous dire. Que les gens veulent le gouvernement, ce n'est pas les mêmes tels que nous on veut. Allez dans votre RDP, ça va, et trouver des gens. Et il y en a. Il a mis ça m'expliquer un peu plus tard dans d'autres médias où il était assez étendu. Ce gouvernement dit depuis qu'ils vont revoir leur propre train de vie. On n'en est pas là. On a encore devenu une forme de budget qui va donner encore la part de le fonctionnement. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Que faites ce que vous avez dit et écoutez-nous. Nous qui recrutons les Camerounais, nous qui les mettons au travail, nous qui les permettons de vivre. Et donc, ce Bidjima ne pourrait pas être secrétaire d'État. Il y a un secrétaire d'État qui est depuis 2 ans, on n'en passe pas. Lui qui est spécial. Ça veut dire que le conseil ne sert soit à rien, ou alors ceux qui étaient là faisaient très son travail. Les gens nous regardent, M. Bidjima. Les gens nous regardent. Les gens nous regardent. On est dans un pays où les importations de nourriture ont décuplé. On va de 500 à 2 000 milliards d'importations de nourriture. Quand le GECAM passe, c'est pour cela qu'il est en train de vous parler. Il voudrait que, comme la route qui est ceux qui peuvent permettre que le plantain, qui revenait à 3 000 au marché de Vombi, revenait à 2 000, il veut que ce soit au cas partout. C'est le message que vous n'y a pas d'infrastructure. Écoutez ce qu'ils disent. Regardez la lune que vous montrez, non le doigt qui montre la lune. C'est tout. Le GECAM est dans son rôle. C'est un partenaire stratégique et même important du gouvernement. Au contraire, si le GECAM ne parle pas, vous devez même soupçonner le GECAM. C'est un silence que vous devez nous dire, mais apparemment les gens ne se sont pas avec nous. Vous devez applaudir, vous devez applaudir qu'ils ont parlé. Et qu'est-ce que le président dit souvent généralement? Mais que les gens doivent prendre la parole, qu'on n'a plus besoin d'aller au maquis. Dans le maquis. C'est ce qu'il nous dit souvent. Et il dit que tout le monde doit s'exprimer. Et le GECAM nous dit que non, nous qui permettons qu'il y ait une vie. Parce que si vous enlevez le GECAM, ça va. Non, monsieur Bidjima dit qu'il peut vivre sans savoir. Le taux de décès des entreprises au Cameroun est de combien? 13%. Le taux de décès des entreprises au Cameroun est de 76%. Le taux de décès des entreprises. Ça dit qu'un gars cache dans l'entreprise, monsieur Bidjima, après, au moment où vous voyez ça, machin, la mallette à la poste centrale. Il parle seul. Il parle sur la route, il n'a plus rien. Alors qu'il est venu parfois des restaurants avec une belle idée. Est-ce que vous savez que sur les Camerounais qui rentrent au Cameroun, beaucoup ça va en Côte d'Ivoire. Sur 10, 7 ça va en Côte d'Ivoire et ne descendent plus. Au Bénin et autres. Pourquoi? C'est ce que le GECAM nous dit. Des affaires. Qu'il faut qu'on règle des petites choses pour faire venir notre personne et diminuer le chômage et sortir de l'informel qui prend notre économie en étage. Le secteur informel, c'est une plaie pour l'économie. Donc je crois que c'est même du pain béni que le GECAM est venu donner au gouvernement en disant que voilà, réfléchissez sur ces petits points-là, le nombre d'entreprises va augmenter et ce serait bien pour les caisses de l'État. Le GECAM dit que l'incertitude prolongée, les tensions observées, le statu quo continue de peser sur la confiance des entrepreneurs comme sur celle des ménages, entraînant une attitude de prudence accrue, des décisions d'investissement différées et une consommation retenue. Il ajoute que le patronat plaide pour la mise en place d'une équipe gouvernementale resserrée et résolument orientée vers l'action
à même de prendre en compte les doléances qu'il a formulées dans son appel d'août 2025 en prélude à l'élection présidentielle, ainsi que de nombreuses propositions adressées au gouvernement dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. Je vous rappelle que les propositions ont régulièrement été faites au gouvernement, mais on n'a pas beaucoup avancé. Sur cette question-là, François, c'est une pression, pas seulement politique, mais là, il est la question de la survie du tissu économique. Oui, permettez-moi, Jean-Jacques, déjà de dire toutes mes admirations à M. Bidima, que nous suivons particulièrement, et en cela aussi dire au grand frère que le président de la République est notre chef de l'État à tous. Alors, Jean-Jacques, la première chose que je voudrais signifier ici, c'est que l'incertitude est le principal ennemi d'un économiste, l'incertitude. Alors en cela, s'il faut revenir à la sortie du GECAM, le GECAM, moi je voudrais dire que en tant que groupement patronal est totalement dans son rôle. En ceci que si on prend certains éléments, si nous prenons par exemple le climat des affaires, est-ce qu'on peut avoir la prétention aujourd'hui que l'économie camerounaise se porte suffisamment bien? Et si nous prenons peut-être c'est vrai qu'il y a un certain temps, depuis 2021, le rapport le classement du Doing Business n'est plus courant. Donc, en cela, il a été remplacé par le classement du Reading, du Business Ready, qui sont des éléments d'évaluation de la Banque mondiale. Alors, si nous revenons donc à la réalité, dans le premier cas, le Cameroun était 167e sur 190 pays. Dans le deuxième cas, le Cameroun n'est pas classé. Bon, peut-être que dans les 180 pays qu'on va bientôt évaluer, ils vont y figurer. Et on prend en compte là-dessus, Jean-Jacques, ces 1200 indicateurs. Donc, moi, je voudrais revenir sur les éléments purement managériels. Si vous êtes un groupement interpatronal ou bien, et vous avez passé 7 années durant avec un ordre gouvernant stagnant, pas très dynamique, pas renouvelé, la réalité ou bien le bon sens voudrait que si vous, en début d'exercice, parce que là, le GECAM, ce sont des patrons, ce sont des chefs d'entreprise. Et eux, ils fonctionnent au quotidien, comme le disait Paul Stéphane Thaler. C'est-à-dire que au quotidien, ils doivent prendre des décisions très sensibles. Je vais prendre le cas des banques. Si vous voulez financer en ce moment-ci la route Ngaoundéré-Garoua, et que peut-être il est question de prendre une décision sur 50 ou une centaine de milliards, vous faites comment, Jean-Jacques? Si vous avez le spectre du remaniement qui continue de planer sur le Cameroun. Voilà le véritable problème. C'est des difficultés à prendre les décisions au quotidien. C'est de ça que parle le GECAM. Et maintenant, de façon incidente, vous allez voir que si nous parlons de faire pression sur le chef de l'État, peut-être on va dissocier le GECAM et sa posture et ses missions, mais le chef de l'État, nous savons tous que c'est pas quelqu'un sur qui on exerce une pression. On a entendu des chefs d'État le dire à Mondovision et ça n'a jamais rien changé. Donc, en cela, je préfère donc rester avec la posture du GECAM pour dire donc que sur les questions liées au climat des affaires, sur les questions liées, parce que le GECAM, c'est des capitalistes, ils sont là pour faire du chiffre. C'est des patrons, ils ont besoin de faire du profit et aussi permettre qu'au niveau local, au niveau territorial, qu'on ressente l'amélioration le bien-être social au niveau local. Et c'est en cela que je peux rejoindre dans le grand frère pour lui dire justement que sous sa coupole et sous son presbytère, si nous prenons par exemple les éléments liés à la sécurité sociale, grand frère, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons on peut prendre 100 entreprises au Cameroun et on prend le nombre d'employés de ces entreprises et on les voit affiliés à la CNPS. Allez regarder. Donc peut-être que c'est la faute des employeurs, ce n'est pas de la faute. Le système au Cameroun est déclaratif. Si un employeur qui utilise le personnel, il faut que vous y soyez édifié, ne déclare pas son personnel, ce n'est pas la faute de la CNPS. C'est d'abord la faute de cet employeur. En cela, nous sommes d'accord. Mais et ça aurait pu être la sensibilisation du GECAM, ce qu'ils n'ont jamais fait. Non, c'est justement c'est dont parle le GECAM. Non, ils ne parlent pas d'affilier tout le monde. Non. Parce que eux-mêmes, les membres du GECAM sont champions pour dissimuler leur personnel.
Alors, mais si c'est un membre... Il y a la question du travail. Donc, c'est leur descend dans l'entreprise. Je dis que c'est leur obligation. Non, c'est l'obligation des employeurs qui sont membres du JICAM d'affilier le personnel, quel qu'en soit. C'est aussi l'obligation de l'État. C'est aussi l'obligation de l'État de veiller à ce que la loi soit respectée. C'est à cela que servent les inspecteurs du travail. Parce qu'on a l'impression, vous voulez faire penser aux gens, et c'est là où c'est très dangereux. C'est très dangereux. Que la mort de l'État-providence signifie la démission de l'État. Non. L'État continue de réguler, parce que même la loi, parce que je fais également dans la sécurité sociale, la loi permet de sanctionner justement les employeurs qui n'affilient pas les employés. Est-ce que un organisme de sécurité sociale? Je suis en train de dire que la loi permet. Il y a un ministère en charge du travail. Ce n'est pas lui qui fait ce travail. D'accord. Oui, j'étais en train d'aller dans les incidences, c'est-à-dire que la mauvaise posture que peut avoir, ou bien la mauvaise décision, ou bien la stagnation, ou bien l'inertie, lorsqu'elle est positionnée au niveau méso de la gouvernance camerounaise, cela peut avoir des incidences catastrophiques au niveau local. Parce qu'en fait, M. Bidima, vous êtes dans votre rôle, vous êtes dans vos missions, mais à la réalité, c'est au niveau local, c'est au niveau des populations, où on parle de ceux-là, on connaît tous ces ceux, c'est un très beau village. Mais qu'est-ce que vous voyez bien qu'un directeur a quitté son bureau pour aller travailler pour la population là-bas? Cela suppose une chose. C'est là-bas qu'on doit voir clairement si les politiques publiques locales ont un impact sur la vie des gens. Sur la vie des gens. Parce que celui qui a le supermarché au marché des ceux, celui qui a la gare routière, celui qui contrôle la gare routière, celui qui paye les thèmes, est-ce que la maman qui vient vendre au marché voit bien que les boutiques ont été mieux améliorées? Est-ce que les comptoirs ont été bien aménagés? Voilà ce dont parle le GECAM. Et le GECAM aujourd'hui vous dit, si nous continuons avec cette posture, moi je voudrais encore aller plus loin. Prenez le cas de l'extrême nord en ce moment. Nous sommes au lendemain de la crise post-électorale. Allez du côté de l'extrême nord. Vous allez voir que, et après encore les conflits qu'il y a eu avec la crise des camionneurs, vous verrez qu'il y a un climat très morose là-bas. C'est-à-dire que l'économie n'est pas dynamique, elle n'est pas animée. Et là, nous ne pouvons pas avoir la prétention de dire qu'en ce moment-ci, tout se porte bien. Et Jean-Jean Levé chutait en disant, le GECAM, si vous ne faites pas partie des éléments d'évaluation des institutions internationales ou bien des bailleurs de fonds, le GECAM devrait vous permettre d'avoir exactement pas sa jauge, d'avoir exactement de quoi il est question. Bonne lecture. Il faut faire écouter la Banque mondiale, le FMI, alors bien le GECAM. Bonsoir au riche panel. Je voudrais juste rappeler à M. Bidima que certains membres très importants du GECAM sont membres du RDPC et aussi pour certains au cadre de l'administration publique et même du gouvernement. Quand le président du GECAM parle, il le fait au nom de ses homologues patrons d'entreprise, GIZ, Neptune, Bocom, Congelcam, Santolucia, etc. Les propriétaires de ces entreprises sont tous du RDPC et veulent le remaniement pour sortir de la léthargie, pour le bonheur des leurs et la prospection dans la quiétude de leurs affaires. Hubert Volo, qu'on salue. Hubert, voilà. Le mot est passé. Une bière pour Hubert. Bonsoir, que M. Bidima et ses collègues du RDPC nous excusent. La population ne demande pas beaucoup, juste la route, l'eau, la santé, l'école, l'énergie. Jean-Jacques Zé, quand tu vas chez toi en Guélimendouka, oui, je suis né là-bas, c'est le village de ma mère, passant par Ayos, il y a combien d'élites sur cette brousse? Alors, il y a même des généraux là-bas. Voilà. Le président du Parlement panafricain. Attends la suite. Sur cette loi, non, il dit non. Et la route est-elle bonne? Non. Et pourtant, les collègues du RDPC, M. Bidima, vont là-bas, chez eux, en 4x4. Ils ont un train de vie élevé. Le GECAM a le droit de mettre la pression au président de la République. J'ai une question à M. Bidima. La société de gardiennage du député du RDPC, Bonnevan, est déjà passé à la CNPS. Je suis vigile là-bas. Le gars ne sait même pas s'il est affilié ou pas. Il pose la question. Bonsoir, Jean-Jacques, qui a voulu être invité. Donc, pour Papa Bidima, personne n'a le droit de mettre la pression au président de la République. Non, mais pourquoi est-ce qu'on l'a donc choisi? Est-ce donc à dire qu'on a eu tort de lui faire confiance, que le président de la République fasse normalement en gras son travail? Le GECAM parle parce qu'il le peut. Sinon, bien des Camerounais mettraient aussi cette pression s'ils le pouvaient. En vous voit,
la CAMIT. Merci pour ce message. Bonsoir. Jean-Jacques, et à ton inconscient panel, le GECAM fait de la comédie à ciel ouvert. La majorité des membres du GECAM fonctionnent dans l'illégalité et ils ont bénéficié de l'appui de l'État. Conséquence, la pression du GECAM est nulle et sans effet. François Xavier, du côté mais vous le commentez pas. C'est essentiel quand même de reprendre ça. Je vais commenter ça. Je dis que le panéliste commente quand même ça. Vos invités, pour peu que vous travaillez avec des partenaires extérieurs, le GECAM veut sauver notre économie, notre pays. Tous les partenaires extérieurs se refusent tout investissement dans notre pays. Les dossiers sont bloqués dans les administrations. Il nous faut un gouvernement d'action, un gouvernement de patriotes, pour une fois un véritable gouvernement de technocrates pour sauver notre pays. Simon de Nkwa-Ban, vous voulez commenter, non bonsoir Jean-Jacques. La panthère, y compris les panélistes, surtout le digne fils des Mombo, dans une vision à penser le développement contrairement au grand rassemblement des danseurs. Le patronat camerounais est un rassemblement de Bayamselam, incapable de penser comme notre président la vision du développement pour une émergence, parce que plongé dans une mentalité d'extraverti, à elle chercher, déployer le dépotoir à l'extérieur. Le temps du président ne saurait être le leur, même comme ce dernier nous conduit dans une pure distraction, comme ces guérisseurs pouvant soigner la mort. Massok Thomas, qu'on salue ce matin, ce soir, j'ai lu son message. C'est d'habitude là, il dit qu'on n'a pas lu. Non, il ne faut pas m'envoyer le générique du 17h. Vous savez que les gens sursautent dans ce générique retenté. Donc je vais mettre ça comme sonnerie du téléphone. Là, en public, même s'il est 9h, je laisse ça sous. Le ministère du Travail fait quoi? Si ce Bidima accuse le GECAM, j'ai dit que Bidima a une... Non, je ne dirais pas ça. Il doit plutôt accuser le ministère du Travail et la Sécurité sociale. J'avais vu ça à Bomban, lorsque les administrateurs du travail passent dans les sociétés qui font l'exploitation forestière, ils préfèrent les enveloppes et ils laissent des Camerounais entre les mains de ces exploitants. Merci M. Vogo pour cette contribution. On va arrêter là pour les messages parce que bientôt on sort de cette thématique. Gouvernement de rupture, d'action et de restauration de la confiance. Qu'est-ce que vous entendez par là? J'entends par là simplement un gouvernement de compatriotes qui aurait à cœur de faire passer les intérêts du Cameroun avant leurs intérêts personnels, c'est tout. On ne leur demande pas quelque chose. Je dis toujours que nous sommes prêts à gouverner. Nous sommes prêts pour gouverner. Je ne parle pas d'administrer, je parle bien de gouverner. Parce que si vous devez être assis dans votre bureau et attendre d'autres instructions, vous ne gouvernez pas. Vous administrez. Nous sommes prêts à gouverner, nous sommes prêts pour gouverner. Et un gouvernement de rupture suppose simplement un gouvernement qui répond aux attentes des Camerounais. Qu'est-ce que les Camerounais veulent aujourd'hui? Les Camerounais veulent des gens qui, lorsque le président de la République prend un engagement, mettent tout en œuvre pour que cet engagement soit tenu. Des gens qui ne contribuent pas à faire mentir le président de la République. Et des gens qui, tout simplement, en une phrase comme en mille, des gens qui font de la pédagogie par l'exemple. Parce qu'en réalité, Lucien Bidima le sait, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un quelque chose que vous-même vous ne faites pas. Vous demandez aux populations camerounaises de se serrer la ceinture, mais vous achetez des bretelles parce que votre ventre grossit. Vous demandez aux Camerounais d'être résilients. Pendant ce temps, vous achetez un véhicule de 80 millions pour un fonctionnaire qui part de Bastos pour le centre-ville. Il y a un problème. Vous demandez aux Camerounais d'être patients. Mais pendant ce temps, nous avons dans nos quartiers des gens dont on connaît le salaire, puisqu'on connaît le salaire des fonctionnaires, mais qui du jour au lendemain construisent des maisons qu'on peut évaluer à des milliards. L'enrichissement illicite est devenu quelque chose de quasiment banal chez nous, de presque normal. Alors, les Camerounais veulent un gouvernement qui gouverne, c'est-à-dire des gens qui donnent l'exemple, des gens qui font ce qu'ils demandent aux Camerounais, et des gens qui incarnent quelque part les Camerounais. Vous savez, lorsque vous êtes, pour nous qui allons aux élections législatives et municipales, par exemple, on vous demande, lorsque vous formulez une liste, de respecter la coloration sociologique de votre circonscription électorale. Lorsque vous regardez le gouvernement camerounais, vous vous y reconnaissez. Vous voyez une population dont on vous dit que 60 à 70% des gens ont moins de 35 ans. Mais vous avez des grabataires au gouvernement, des gens qui ont même de la peine à se déplacer. Moi, j'ai assisté à une scène l'autre jour, des gens allaient prêter serment, le conseil régional du Centre.
Non, là-bas... J'ai vu quelqu'un, pour monter les 3 ou 4 marches de la cour d'appel du centre, là, 2 personnes l'aidaient. Hein. Faut être sérieux à un moment donné. C'est comme si... Nous, on ne se reconnaît pas en ce gouvernement-là. Alors que Bizima est bien. Même que je dois monter même les 50 marches du palais de l'unité, je l'ai monté en sautant. Mais je dis ce jour-là, le monsieur dont je ne veux pas citer le nom, qui avait l'écharpe du Cameroun, avec les couleurs du Cameroun, il y avait 2 jeunes gens qui l'aidaient à monter. Ce n'est pas beaucoup, hein, je crois que ça va être 3 ou 4 marches au niveau de la cour d'appel du centre. Donc on veut un gouvernement qui nous ressemble, en lequel on se reconnaît. Et enfin, on veut un gouvernement de gens qui respectent les populations camerounaises. Parce qu'il y a un discours martial, guerrier et menaçant auquel on est habitué des dernières années, où quelqu'un vous donne l'impression que vous êtes ses ouailles, ses affidés, ses obligés. Je voudrais rappeler aux Camerounais et à ceux qui nous gouvernent que les membres du gouvernement sont les employés des populations camerounaises. C'est-à-dire que vous êtes au service du Camerounais, quel que soit le Camerounais, parce qu'il ne faut pas croire que vous êtes... Parce que certains se sont habitués au fait que lorsque Yaoundé respire, le Cameroun vit. Non, vous êtes au service de tous les Camerounais, il n'y a pas de Camerounais à part. Tous les Camerounais sont Camerounais. Ça veut dire que vous devez adopter une posture qui permet aux Camerounais, lorsqu'ils vous écoutent, même quand vous voulez leur faire avaler des couleuvres, dites-le leur avec un minimum de considération. Ne venez pas dire aux Camerounais que s'ils ne font pas ceci, ils vont subir les fous du gouvernement. Allez pleurer dans vos chambres. Voilà, donc je demande simplement que ceux qui ont la charge de conseiller le président de la République lui rappellent que même par la force de la nature, parce qu'à un moment donné, lorsqu'on écoute Lucien Bizima, on a l'impression que le Cameroun, lui, ne va plus exister après le président Biya. D'accord. Que les gens qui le conseillent lui disent que le Cameroun sera encore là après lui. Et que ce mandat, qu'il le veuille ou non, est un mandat testamentaire. C'est comme ça que je l'appelle. Au lieu de passer le temps à essayer de le défendre, je leur conseille de construire dans l'imaginaire collectif, dans la conscience collective nationale, l'héritage politique du président Paul Biya. Ils doivent déjà commencer à le construire, s'ils n'y pensent pas. Paul Stéphane, gouvernement de rupture, d'action et de restauration de la confiance. Est-ce que le GECAM n'est pas, comme dirait le coach Pagou, dans sa bulle? Est-ce que ça peut marcher avec Paul Biya, qui nous habitue à des remplacements communautaires, à des remplacements numériques? Est-ce qu'on peut arriver à cette rupture? Connaissant l'homme qui est à la tête du pays, quand même, il n'est pas arrivé hier depuis 43 ans. On ne redresse pas un arbre tordu. C'est clair. Le poisson fumier, J'avais dit à certaines personnes avant les élections que si vous voulez la rupture, changez de président de la République. Tout simplement. Si vous reconduisez le même président, il va vous produire les mêmes choses. Parce que la folie, c'est de penser que les mêmes causes vont produire des effets contraires. Depuis 43 ans, il a une logique. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il va venir changer sa logique. Donc, c'est un vœu pieux que le GICAM émet. C'est le vœu même que tous les Camerounais émettent. Mais ça ne peut pas se réaliser avec le président actuel. Ce sera la même chose. C'est vrai qu'on est dans l'espérance. C'est vrai qu'on est dans l'espérance. Mais j'ai envie de dire que ce sera du recopier. Et je veux quand même apporter quelques précisions politologiques pour dire que le président de la République n'est pas le propriétaire du pouvoir. Voilà. Il est le dépositaire du pouvoir. Ça veut dire que le peuple lui donne le pouvoir pendant un moment et il le remet. C'est pour ça qu'on va aux élections. Voilà. C'est ce qui justifie le fait que le peuple puisse lui faire la pression. Parce qu'en réalité, il a l'obligation de rendre compte. Il faut faire très attention. Parce que ce n'est pas parce qu'on est dans un système politique bancal où on vous a fait penser que le président serait un dieu. Le président doit rendre compte. Et la Constitution le dit même. Parce que la Constitution vous dit qu'il est l'élu de la nation. Pas l'élu des militants d'un parti politique. Et ça se justifie davantage à l'article 15 alinéa 3 quand on vous dit que tout mandat impératif est nul. Le mandat est représentatif. Et dans le mandat représentatif, en réalité, vous représentez, ça ne vous appartient pas. Donc, il doit rendre compte. Donc, les corps sociaux doivent lui faire pression quand ça ne va pas. Et je sors donc en disant que à quoi sert la croissance économique si le développement ne suit pas? Vous pouvez avoir un taux de croissance de 150%. S'il n'y a pas l'eau, ça sert à quoi? S'il n'y a pas l'électricité, ça sert à quoi? Si les docteurs chôment, ils grèvent pour qu'ils soient recrutés, ça sert à quoi d'avoir un taux de croissance positif? Ça sert à quoi véritablement?
si le développement ne suit pas. Parce qu'on peut avoir un taux de croissance et 5% se partagent ce taux de croissance-là. C'est ce qu'on observe au Cameroun. Donc je sors simplement en disant que je signe et je persiste que le JICAM est dans son rôle parce que c'est un acteur économique important dans des pays sérieux même. Mais le MEDEF en France... Personne ne blague avec le MEDEF en France. C'est là où j'allais arriver en disant que dans des pays sérieux, des associations comme le JICAM font et défendent les chefs d'État. Ça, il faudrait que les gens intègrent. On dit qu'ici, c'est le maire, c'est là. Non. Les acteurs, je dis bien, les associations comme le JICAM peuvent décider de faire de vous un chef d'État. Et ils peuvent décider de faire que vous perdez une élection. Donc, il faudrait qu'on apprenne à respecter les corps sociaux. Parce que le JICAM, on peut émettre tous les critiques qu'on peut émettre, joue un rôle important dans l'économie camerounaise. Donc, sur ce point-là, Lucien, on est d'accord quand même. Que lorsque le GCAM s'exprime, on doit prendre cela avec beaucoup de sérieux. Vous savez, Jean-Jacques, j'ai un grand frère, c'est votre aîné, il s'appelle Sa Majesté Atabondoumou. Il est président d'Aquam Evolution, c'est-à-dire c'est une organisation communautaire de développement, parce qu'on parle de développement, qui regroupe tous les 5 arrondissements velés. Il m'a dit, m'a donné un conseil quand je voulais, justement, comme je suis en train d'organiser. Il me dit, le développement ne peut être possible que lorsque tous les acteurs convergent ensemble pour les mêmes objectifs. Donnez une bière au type, là, il avait raison. Ça, c'est sa majesté. C'est ça qu'on dit. C'est ça qu'on dit. Alors, donnez-lui une bière, là, il avait raison. Pourquoi je cite ça? Il avait raison. C'est que dans notre pays, on ne converge pas tous ensemble. Et pourquoi? Parce que je n'ai rien contre le JICAM. Ils font leur travail, ils sont comme les autres corps sociaux. Ce dont je redoute et dont je ne suis pas d'accord, c'est de dire que quelqu'un peut se lever et faire pression à un chef d'État. Parce que les canaux utilisés, permettez, non, voici c'est mon petit frère qui peut le faire. Pourquoi c'est un homme politique? Il est dans son rôle. Lui, il est dans son rôle, il est un homme politique. Quand éventuellement vous dites donc que vous êtes GCAM, et là-dedans, vous avez les militants même du RDPC, il faut s'avancer. Et c'est là où ça devient sérieux. Non, il faut s'avancer. Mais vous êtes sûr que ce monsieur a appelé tout le monde et de dire que je vais écrire au président de la République, je fais pression à un chef d'État, que les membres du RDPC n'avaient pas démissionné de son GCAM. Dit que non, va dans ton affaire là tout seul. Pourquoi? Parce que le GCAM a d'autres voies. Vous ne me comprenez pas. Mon problème est que il a quitté son système, son air de jeu. Vous voyez depuis qu'il parle là. Il est dans son rôle, je ne le critique pas. Hein. Je dis qu'il est dans le rôle politique. Le GCAM aille rencontrer le président. Le président, le GCAM peut rencontrer le ministre des Finances. Il peut rencontrer le ministre de l'économie, il peut rencontrer le premier ministre. Mais les élections comme ça, la font au règlement. Même, nous sommes là, le GCAM a déjà publié quelque chose qu'on peut faire plaisir aux Camerounais pour démontrer que c'est eux qui mettent pression. Et vous voyez ça. Mais quand même, c'est eux qui ont le GCAM qui a retardé le remaniement. C'est bien. Parce que non, le problème, il n'y en a pas là. Donc, si comme ils ont écrit là avant-hier, hier, il y avait un remaniement, on allait dire voilà. Taomba est devenu tout un duo qui a poussé le président pour bien faire l'homme. Non, on ne fait pas comme ça. Donc c'est un choc que vous n'acceptez pas. Je n'accepte pas ce choc. Je suis dans la logique où même si le fond est bon. Le GCAM est dans son rôle. Pourquoi? Parce que le GCAM est le premier partenaire économique du gouvernement. Le GCAM emploie quand même beaucoup de personnes. Le GCAM impulse l'économie. Nous sommes dans une économie libérale. Le GCAM travaille en étroite collaboration avec le gouvernement, d'autant plus que notre économie dépend plus ou moins de l'activité même du gouvernement. À travers le budget d'investissement, etc. Donc le GCAM a d'autres voies et moyens de se rapprocher de son partenaire. Lui dit que vraiment nous sommes dans telle ou telle situation, nous avons une pression fiscale. Ils donnent leur raison. Et j'ai dit qu'il ne serait pas. Même moi, je fais dans les petites affaires. Moi, je ne suis pas là-bas en haut chez eux, là-bas. Quand il y a une pression fiscale, vous-même vous ressentez. Mais j'ai dit, les voies que le GCAM utilise pour s'incruster dans le domaine politique, comme mon petit frère qui est dans l'UPA, je n'accepte pas ça. À ce moment, je me désolidarise de lui. J'ai dit, effectivement, et je conclue par là,
c'est pour cela que Sa Majesté Alterno Doumbouya, quand il me disait ça, il disait, il ne faut pas se perdre. Il faut aller en tenant compte des intérêts des uns et des autres. Est-ce que le GECAM, lui, il a tenu compte du fait que là-dedans, il y a quand même certains membres du RDPC et qui n'accepteront jamais que quelqu'un se lève comme ça et se mette à faire pression au président de la République. Il y a... Non, il n'est pas du RDPC. Ah bon, c'est ça, non, bah, en fait, moi je n'ai pas vu sa carte. Alors, mais s'il est du RDPC, tant mieux. Mais s'il était du RDPC, on ne s'adresse pas comme ça à notre président. C'est dit. Il porte une voix. Ah non, mais j'ai dit, je conclus. Effectivement, quand il y a eu les problèmes, lorsqu'il y a eu les élections, est-ce que vous avez suivi le président du GICAM écrit une lettre à Itia Chiroma Bakari? En tant que voilà, vous me dites en tant que Chiroma Bakari que ce que tu es en train de poser comme désordre au Cameroun, voilà ce que ça va constituer comme perte dans notre économie. Oui. Parce que les villes mortes que Itia Chiroma Bakari a demandé, il a demandé à détruire telle ou telle infrastructure. Il a demandé que les Camerounais ne partent plus au travail. C'est ça qui a provoqué le cap de 250 milliards de dollars. Le GECAM a fait une sortie. Par contre, il faut faire l'état de ce que la crise post-électorale. Non, il fait l'état, mais il y a un responsable de cette crise post-électorale là. Il a un nom, il s'appelle Ita Chiroma Bakari. Là, c'est vous qui le dites. Je le dis parce que le GECAM dit voilà la situation qu'on a vécue, les responsabilités. Vous n'avez pas fait. Vous êtes tellement intelligent. Non, je ne parle pas comme si vous n'avez pas écouté Ita Chiroma Bakari à Mondio Vision demander les villes mortes au Cameroun. Mais pas des casses. Mais attendez. Ouais. Alors, mais j'ai dit aujourd'hui, la ville morte veut dire vous ils doivent jouer. Quand ils jouent contre le gouvernement, comme ils sont en train de jouer là, de montrer que rien ne va contre le gouvernement. Oh non, ils font l'état des lieux. Quand ils font l'état des lieux, ça ne marche pas, monsieur le président. Est-ce que ça ne marche pas? Ils sont partis jusqu'à faire un diagnostic réel de la situation des pertes de 250 milliards de francs. C'est eux qui ont fait ce rapport. Ah mais ils ont fait le rapport. Qui est responsable? C'est pas le président Paul Biya dans tous les cas. Alors mais j'ai dit ceci et je conclue. D'accord. Je conclue. Vous avez conclu trois fois. Logiquement. Moi je suis seul, ils sont nombreux là. Non, il n'y a pas de... Ils sont seuls. Le président du GICAM est un homme très intelligent. Oui. Quelqu'un a dit là, et je suis d'accord avec vous, hein, ils ont beaucoup d'argent. On voit ça aux États-Unis, où les hommes d'affaires décident que c'est elle qui va aller aux élections parce qu'ils ont la capacité de financer. Mais sauf que nous ne sommes pas aux États-Unis, nous sommes au Cameroun. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour être président de la République. Là, il faut réfléchir, petit frère. Ici, au Cameroun, c'est un autre pays. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Ah d'accord. Alors, on va sortir avec les dernières prises de parole. Ernesto Yéné, sur cette question. On demandait tout à l'heure si le GECAM ne rêvait pas d'un monde idéal lorsqu'il parle de gouvernement de rupture, d'action et de restauration de la confiance. Même pour les usages de forme, le GECAM devait sortir. Ouais. Même s'ils sont dans sa zone, ils ne seront pas écoutés, ils doivent sortir. Monsieur Bidima, quand vous avez vos enfants en vacances, quand ils reviennent, vous posez la question aux enfants, c'était comment là-bas? Et vous prenez le temps d'écouter ce que l'enfant dit. À propos, on dit qu'il m'a giflé quand j'allais au champ. Grand-mère m'a demandé de planter les choux. Vous écoutez quand même ce qu'ils disent. C'est dans cette configuration-là que ça marche. Quand vous avez le GICAM ou pas, c'est comme ça que ça doit marcher. Donc même pour la forme, c'est même le CE GICAM qui doit vous interpeller. Quand l'enfant a débarqué, tu ne te dis rien, tu ne racontes pas comment ça s'est passé, c'est dangereux. Oui. Et c'est vraiment quand on parle encore l'enfant a un traumatisme. Le GICAM vous montre qu'ils sont encore là pour justement converger avec le Cameroun dans sa SND 30 qui projette 8% de croissance. En 2030, on est à 4 ans. Et ils sont ils vous disent que si on veut aller là, vous avez dit là, faisons comme ça. Au lieu de regarder le doigt, regarder la lune. Dans les propositions que quand vous faites dans l'autre là, qu'est-ce qui est mauvais dedans? Quand on vous demande par exemple d'améliorer les infrastructures, est-ce que c'est mauvais? Les entreprises souffrent du déficit énergétique. Est-ce que c'est faux? C'est pas faux. Il vous demande il vous suggère de sortir au gouvernement resserré. C'est la voie empruntée. Je ne suis pas d'accord. C'est la voie empruntée. Même, je viens pour vous, c'est vous renseigner justement sur le fait que soit ils ne sont pas souvent écoutés, soit ils ne sont pas souvent appelés. Si quelqu'un arrive à verser, comme on dit, dans les salles dehors, c'est parce qu'on a envie de parler la vie dedans. Parce qu'on devait interroger quand même cette démarche-là. Le GECAM. Avant le GECAM, il y avait le GICAM et ECAM qui organisaient régulièrement des rencontres Cameroun Business Forum, ainsi de suite, là où
le climat des affaires était régulièrement évoqué. Mais entre la tenue de ces différents forats et aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'a pas avancé. Peut-être que c'est ce ras-le-bol-là qui amène le... Non, c'est parce que le il y a ça qu'il faut savoir. Et même au-delà du fait qu'il y aurait des membres du RDPC dans ces GCAM-là, c'est même aussi bien pour eux. Oui, ils disent que papa, on ne peut pas parler. Toi, va parler. Il faut intégrer ça aussi. Que eux aussi, les gens à dire, ils ne peuvent pas venir parler ça à l'accord des autres. Soit par la discipline du parti, soit le concours du droit de réserve. Tant on a été dans la figure vitrinaire pour parler. Et je pense, je le dis encore, prenons ça du bon côté. Prenons ça sortir du très bon côté. Moi, si j'étais dans ce gouvernement, je prendrais les notes dans ce qu'ils ont proposé et je verrais quoi faire. Ils vous parlent d'un gouvernement de santé. On a un gouvernement de plus de 66 ministres et assimilés. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Trop de ministres. Il y a des procédures où vous devez associer 3 départements de services pour un problème. Du train de vie de l'État. Pour vous devez avoir affaire à 3 ministères. C'est compliqué. Pendant qu'au Rwanda, on a un bureau à 7h, soit à 8h, là, tout résolu. Le gars doit attendre 2 mois. C'est compliqué, monsieur Bijou, mais c'est ce qu'il est en train de vous dire. Un gouvernement resserré et recentré, avec peut-être des gens qui ont un discours neuf, des gens un peu proches. Il y a des ministres dans ce gouvernement-là qui ne sont pas comme vous, qui ne parlent pas dans les villages comme vous. Vous savez quand même ça. Il y a des ministres qui ne vont même pas dans leur propre village, qui ne peuvent pas dire bonjour en sortant chez eux au village. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Simplement, mettez des gens qu'on peut encore écouter, qu'on peut encore même accepter de recevoir. D'accord. Donc, prenons ça de côté. François, j'ai eu l'impression que tu étais d'accord avec Bidiba sur la question de la forme du canal utilisé par le GCAM, mais que le fond, en tout cas, devrait être partagé. Oui, je crois que le grand frère est revenu à des meilleurs sentiments et finalement a compris que si nous prenons par exemple une institution comme le Conseil économique et social, sans le GCAM, qui vous donne les éléments d'évaluation de la situation économique du Cameroun? C'est la chose du GCAM. Donc en cela, j'ai voulu, et c'est en cela que je disais tout à l'heure que les éléments qui nous permettent de prendre une certaine posture vis-à-vis de tout ce qui se passe ou bien de la sortie du GCAM ne peuvent pas être balayés ou bien bottés en touche tout de suite. Jean-Jacques, il y a un élément qui me revient tout de suite à l'idée, c'est par exemple la dette intérieure. Alors, si vous prenez le cas de la dette intérieure, vous allez voir que les entreprises suffoquent. Il y a peut-être une caricature qui a été faite tout à l'heure là. Toutes les entreprises qui sont... J'ai été à une réunion à l'INS tout récemment. Seulement la région du centre, quand on prend la région du centre, c'est 40 000 entreprises créées depuis pratiquement 4-5 ans. Et puis, aujourd'hui, il en reste 3%. Parce que c'est ça les statistiques aujourd'hui. Donc, seulement dans la région du centre, 40 000 à 3%. Donc, vous voyez, c'est catastrophique. Donc, c'est des spécialistes des chiffres qui vous donnent ces indicateurs. Donc, si nous revenons à la réalité, que dit le GCAM? Le GCAM dit, si vous continuez comme ça, on court droit vers un cul-de-sac. Donc, revenons à la réalité. S'il est possible que le président puisse faire un remaniement, que cela soit fait. Nous sommes en début d'année d'exercice. Une année chez les chefs d'entreprise, elle va du 1er janvier au 31 décembre. Lui n'a pas de temps. C'est vrai qu'on a des clichés, des stéréotypes. Et sur les on nous a tellement bombardé avec ça. Du genre, le temps du président, le silence du président. Et j'ai vu, on en parlait sur un autre plateau ce matin, où on débat même sur... on appelle des agrégés, des professeurs, et pour parler des prochains jours. C'est-à-dire que des prochains jours, le chef de l'État, il est supra. Donc quand il dit dans les prochains jours, est-ce qu'on a besoin d'ouvrir des débats là-dessus? Ça devait couler de source. Donc, mais en la réalité, on a un problème. Si vous êtes un manager, si vous faites une prospective économique, vous êtes en début d'année, vous devez faire des prospectives économiques, vous devez mobiliser les ressources, vous devez convaincre les bailleurs de fonds pour venir au Cameroun. Comment vous le faites? Je dis en ce moment-ci, vous avez par exemple, quand il parle de remaniement ministériel, puis on Kassem, les mairies suffoquent, les mairies stagnent. C'est une espèce d'émission, un climat bizarre qui règne dans les mairies. Nous sommes peut-être à Yaoundé. Ça donne l'impression que le mouvement n'est pas l'action. Il n'y a rien. Allez dans l'arrière-pays, rien ne bouge. Non, ça bouge. Hein. Et ça, c'est Yaoundé. Vous êtes à 45 km. C'est moi qui l'avais dit, vous êtes à 45 minutes de Yaoundé. Et vous avez eu là-bas. Je vous assure que vous prenez le cas de TPG. Ils ont repris du service, ça fait quelques jours seulement.
Mais les mêmes n'ont pas d'argent. J'ai dit, ils souffrent d'anorexie financière. Donc, c'est un problème. Et ce que dit le GECAM, prenez d'autres programmes. Prenons même les programmes financés par les bailleurs de fonds avec la Banque mondiale. Je vais prendre un CACEM. Prenons le PRODEL. Allez-y, il y a eu des réclamations. Lorsque le ministre était en Rwanda tout récemment, les gens sont levés, c'est une dette de 3,6 milliards et qui a déjà fait 5 ans. Les entreprises, les gens sont endettés par les banques, tenus par ceci, puisque le petit opérateur s'endette pour venir financer une activité. Donc, si aujourd'hui le GECAM vous dit, et le GECAM accompagne, et en cela, essaie un peu de prendre en considération les réclamations et les douleurs des TPE, donc les très petites entreprises, et les PME. Donc, en cela, le GECAM ramène quelque chose pour dire, oui, tous les jours vous dites aux jeunes, créer les entreprises, création des entreprises, financement des projets, mais derrière, on ne paye pas. On ne paye pas. C'est dommage. C'est dommage. Et tout de suite, on a parlé par exemple du forum des jeunes ici tout récemment. Jean-Jacques, voyez-vous, ce matin, je lisais peut-être un communiqué, peut-être on va me dire si c'est authentique ou pas, où le ministre des PME parle du financement des jeunes, de 27 000 jeunes au Cameroun. Mais allez voir la tranche d'âge que le ministre des PME lui l'indique. 19, 30 et 55 ans. Nous sommes 60% des jeunes Camerounais âgés de 15 à 35 ans. 60%. Ne nous tuez pas, une fois. Ne nous tuez pas. Donc, à la réalité, il faut comprendre qu'il y a des... Les 50, il est dans le besoin. Allez, on va sortir, on va changer la seconde thématique de ce programme, justement. Je rappelle que le 18 janvier dernier, notre constitution célébrait, entre guillemets, ses 30 ans d'existence et que la mission principale de cette constitution-là, c'était renforcer les libertés, la démocratie, la gouvernance, au sortir de la tripartite. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une mission accomplie pour cette constitution? On salue John de Bepanda, qui dit très bonne émission, et qui dit de Bepanda sans caleçon. Le nom, on n'a pas changé, on avait décidé de changer le nom de ces quartiers, non? Trois bordels, sans caleçon, Carrefour d'ici, on n'a pas changé. On n'a pas changé, mais il faut changer. Il y avait quand même outil de changer ce genre de nom. Même s'il y a une histoire, moi j'avais fait un reportage sur pourquoi on appelle ce Carrefour sans caleçon. Oui, en cela, c'est une mission des collectivités. Voilà, il faut le baptiser. Le conseil municipal devrait siéger. On a changé le Carrefour de la mort ici, je crois. Oui, le Carrefour de l'amitié. C'est le Carrefour de l'amitié. Voilà, on a changé Tamzou. Immeuble de la mort. J'avais Tamzou. C'est quelque chose. Essayons de changer aussi ça. Caleçon, pendant ça fait bizarre. Sur la Constitution, maintenant, messieurs, en 30 ans d'existence, on n'a pas voté qui prend la parole en premier. Pourquoi est-ce que Lucien souhaite que ce soit Ernesto qui prend la parole en premier? Est-ce qu'on peut être satisfait aujourd'hui et considérer que c'est une mission accomplie, remplie pour la Constitution qui est là depuis 96 au 18 janvier? Si on s'en tient à ce que cette Constitution s'était promis de nous donner, je crois que nous nageons dans un mauvais rêve. Ça doit être même un mauvais film qu'on a tourné en érigeant cette Constitution où on a intégré le mot progressivement sur un outil qui devrait être comme la Bible pour le chrétien. Je crois que c'était un peu la tendance forte qui a marqué les premiers soubresauts de ce texte-là. Moi, nous avons des particularités gênées, par exemple, par certaines dispositions qui trouvaient toujours des esprits réfractaires en face. L'article 66 de la Constitution, sur la déclaration des droits. Qui traite de la déclaration des droits. Pourquoi est-ce qu'un article comme ça a été étouffé, cadenassé, alors que le nœud gorgien, le nœud de turpitude réside dans la corruption et le détournement des fonds publics? Pourquoi on a un outil utile, on a refusé de l'appliquer. On se refuse nous-mêmes de l'appliquer. On ne nous dit pas qu'il y a les accords coloniaux, comme j'entends souvent des gens dire, qui ont encore empêché qu'on applique cela. Pour moi, je pense que ça doit être un mauvais rêve, une mauvaise construction. Et on a mis un mot dans cette constitution, la décentralisation. On est un État unitaire décentralisé. C'est très compliqué. C'est encore très compliqué. Là encore, c'est même le film le plus macabre dans cette affaire-là. On a l'impression que les gens vous donnent la chèvre et retiennent la corde. Regardez ce qui se passe. Je vais laisser l'expert des territoires vous revenir encore sur les pleurs des 360 communes. Même les communes administrées par la DPC. Donc, c'est dit qu'on a refusé, même dans l'esprit de cette constitution, on a refusé. On a cru qu'en créant un ministère de plus,
pour mettre des amis de plus dedans, ça aurait réglé le problème. Non. La décentralisation n'avait pas urgemment besoin d'un ministère. C'est quand même déjà son cours général soit qu'on commence à le respecter. Si vous prenez tous les filles qui mettent ce problème en lumière, là, on ne va pas s'en sortir. Vous pouvez la faire de la Pouzolane, en Djomé Penja, avec pour les King. Vous pouvez la faire du portail à Fumban, où le maire veut faire un truc. Le chef dit que non, vous venez ça, on dit, où il faut construire le bout d'une commune, le maire l'avait dit non. Il faut mettre à démolir, le maire enlève. On en a un texte où on donne les mêmes prérogatives à la fois à un super maire qui existe encore dans une décentralisation. On laisse les mêmes prérogatives à un maire élu. On les confronte. Un gars qui est élu, un gars qui est nommé. On vous garde encore quand même la nomenclature, gouverneur, sous-préfet, préfet, dans une décentralisation qui obligeait à ce qu'au moins dans cette ligne-là, il y ait une lecture des choses. Je ne parle même pas des fameux fonds qui doivent être retournés à ces gens-là. Donc, je crois que cette constitution-là ne nous a pas amené l'embellie qu'on attendait. Sur le plan des droits humains, c'est le gros désastre. Quand on dit que une constitution garantie, mais ne protège pas, pour moi, ça pose un problème. On vous dit que la constitution garantie, on crée à côté un texte qui permet à un sous-préfet, sur un simple geste du doigt, d'interdire une réunion, d'interdire une manifestation. Les sous-préfets. La liberté, les droits humains. C'est après 96 que les sous-préfets ont eu le soupçonnomètre. Ils peuvent vous dire que non. Soupçonnomètre. Oui, ils peuvent regarder comme ça et dire non, je ne sens pas ça. Tu arrêtes ça. Et la loi nous confère ce droit-là. Il y a des menaces à l'ordre public. Oui, voilà. Le soupçonnomètre, il dit que non, il y a des menaces à tout l'ordre public et il interdit. Donc, il y a ça, les arrestations qui sont dans totale violation au code électoral. On crée encore une loi antiterroriste qui vient en fait durcir la liberté d'expression dans notre environnement. On arrive dans un environnement où on peut tirer sur quelqu'un qui allait voler au poisson pourri et il arrive des choses comme ça. Donc, même le jeu électoral, qu'on pensait que ces constitutions devaient nous apporter, ça n'a pas été le cas. Et les quand même qui gère l'affaire vous dit depuis 2018 qu'il faut changer ce code électoral qui est conflictogène. On repart avec ce même code électoral là. On a les mêmes problèmes. Parce que moi, quand je serai aux élections en 2026, à des 4, si on tente de faire les choses avec les urnes, ça ne va pas se passer. Oui, comme on dit au quartier, on va seulement gâter nous tous. Ça va thé. Ça va thé, comme on dit. Est-ce qu'on ne peut pas, à un moment donné, voir dans cette constitution même, quel est cet hyper-présidentialisme-là, le président de tout. C'est pour ça qu'on doit se tourner vers lui. Il est le président de tout, du législatif et même du judiciaire. Il n'y a pas une machine de contre-pouvoir qui fasse qu'il y ait un pouvoir, qui arrête un pouvoir. Parce que la démocratie, c'est ça. Je me reconnais un pouvoir, mais je dois prévoir moi-même quelque chose qui m'arrête si je déconne. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? Quand on sait qu'on va aller à une grosse beuverie, on peut avoir un ami qui ne boit pas beaucoup. C'est aussi ça une constitution. On met une béquille qui permet qu'il y ait quelqu'un qui extrapole sur ses pouvoirs. Et même la manière même de le démettre, même. Regardez, il n'y a pas. Déjà, on a cassé le seul verrou lors d'une Coupe d'Afrique où on se faisait battre par l'Égypte. On a mis les mandats N fois. Donc, on peut avoir même un président absent qui gouverne. On peut même avoir des autres institutions qui gouvernent. Tiens, 2018, il est élu. Et le lendemain, l'année d'après, il donne des pleins pouvoirs à quelqu'un qui gouverne carrément le pays, mais lui qui n'a pas été élu. Vous voyez de quoi je dis. Alors, cette lecture montre justement que l'émission qui était celle de cette constitution, parce qu'il faut quand même dire qu'elle naît dans un contexte particulier, où les Camerounais avaient besoin de plus de liberté, plus d'outils de gouvernance, de lutte contre tout ce qu'on a connu comme corruption et autres. Félicitations au politologue Paul Stéphane pour la pertinence de ces déclarations, parce que c'est la société qui parle en lui. C'est quelqu'un qui le dit. C'est notre ami Chougem, alors que la société s'exprime en vous. Concernant justement cette constitution, que dit la société? Que pense-t-elle? Est-ce que les missions sont accomplies? Je me rappelle que le 18 janvier, justement, je discutais de cette problématique avec un promotionnaire, que je vais peut-être citer ici, Charles Mendomo. Et il m'a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Il me dit que le problème du Cameroun, c'est que ce n'est pas le président qui se soumet à la Constitution, mais c'est la Constitution qui se soumet au président. C'est ça. Et quand il a dit ça, j'ai sursauté, je me suis rendu compte qu'il avait raison. Ah bon? Oui, quand vous analysez en réalité, au Cameroun, c'est la Constitution qui se soumet au président de la République. Justement, traçons les frontières, restons dans le Cameroun. Si on sort, ce serait peut-être la même. Non, nous ne sortons pas. Comme M. Bizima dit, le Cameroun, c'est le Cameroun. Restons dans le Cameroun. Parce que quand vous lisez notre constitution, déjà, vous vous rendez compte qu'elle doit être modifiée. Modifiée pourquoi? Parce que le président est ce qu'on appelle un Jupiter constitutionnel. Je ne sais pas si les gens se rendent compte quand ils lisent cette constitution. C'est lui qui préside le conseil des magistratures. Ça veut dire que le ministre de la Justice, en réalité, c'est une fonction cosmétique.
Parce qu'il faut voir les attributs du Conseil de magistrature, où vous vous rendez compte qu'en fait, le vrai ministre de la Justice, c'est le président de la République. Quand vous analysez notre Constitution, vous vous rendez compte que sur le plan juridique, on a consacré la séparation des pouvoirs, mais sur le plan politique, on a émasculé cette séparation des pouvoirs. Il a tous les pouvoirs. Je prends un exemple quand je vous dis que mon camarade a raison. On vous dit que le Premier ministre nomme le chef du gouvernement et sur proposition de celui-ci, les autres membres du gouvernement. Il les nomme le même jour. Je dis, il les nomme le même jour. Nous tous, on voit souvent les nominations. Ça veut dire qu'il viole la Constitution. Maintenant, je me suis quand même amusé à lire quelques articles pour démontrer qu'on doit changer cette Constitution. Je me suis attardé seulement sur le préambule. Ça va peut-être amuser les acteurs de la décentralisation ici. Dans le préambule, on vous dit que toute personne a droit à un environnement sain. Est-ce qu'on n'a pas les poubelles au Cameroun? C'est la Constitution qui dit que toute personne a droit à un environnement sain. Et le préambule poursuit en disant que l'État veille à la défense et la promotion de l'environnement. On a les poubelles partout. Ça veut dire... On a même coupé tous les arbres. Donc vous comprenez donc que... Vous comprenez donc que le ramassage des poubelles est une prérogative constitutionnelle qu'on n'arrive pas à respecter. Prenons un autre aspect, toujours dans le préambule, je ne veux même pas rentrer dans les articles, vous allez voir le paradoxe. On vous dit que la loi assure à tous les hommes le droit de se rendre justice. Au Cameroun, un pauvre peut se rendre justice. Est-ce qu'un pauvre peut se rendre... La justice est d'abord coûteuse au Cameroun, commerciale. Vous voyez que seulement dans l'affaire de réseau aussi. Tout ça est mélangé. Vous voyez qu'on est encore dans le préambule. Je ne veux même pas encore rentrer. Je ne veux même pas encore rentrer dans les articles. Maintenant, quand on parle de la décentralisation qu'il a évoquée, le code de la décentralisation du Cameroun doit être modifié. Tant que l'article 18 va exister, les problèmes là vont exister. Parce que dans l'article 18 du code, on vous dit que celui qui vous transfère la compétence peut aussi exercer la même compétence. Or, à l'alinéa 1, on vous dit que le transfert de la compétence est exclusif. Mais à l'alinéa 2, on vous dit que non. La même personne qui vous a transféré, il peut aussi exercer la même compétence. Et c'est donc l'exception qu'on retrouve à l'alinéa 2 qui devient la règle. Et maintenant, à l'article 25 du même code, on vous dit que faites tout ce que vous faites là. Vous devez nous envoyer au moins 15%. Et même, ils n'arrivent pas à respecter ça. Donc, quand vous analysez dans cette constitution, vous vous rendez compte qu'en fait, on a implémenté des articles qui pouvaient nous permettre de conserver et pérenniser notre pouvoir. Pas de gouverner. Et on a détruit les articles, justement, qui pouvaient nous empêcher de conserver et pérenniser ce pouvoir. Plus grave encore, on a des institutions aujourd'hui qui n'existent pas. La haute cour de justice n'existe pas. Ça veut dire en principe que Marafa ne doit pas être à Kondengui. Non, c'est la vérité. Marafa ne doit pas être à Kondengui. Qui doit juger Marafa? Le président de la République. Et Frominoni ne doit pas être à Kondengui. Il fait quoi là-bas? La Constitution vous dit que c'est la haute cour de justice qui s'occupe du président de la République, du Premier ministre et des autres hauts fonctionnaires. Elle n'existe pas. Et je sors maintenant sur l'aspect de la gouvernance. On fait exprès de ne pas appliquer l'article 66, c'est à dessein. Et j'ai l'habitude de dire que l'article 66 va s'appliquer après le président Paul Biya. Pourquoi? Parce que s'il faut l'appliquer aujourd'hui, vous voyez quel ministre déclaré c'est bien. Mais nous aurons les AVC. Si la loi l'impose, ils n'auront pas le choix. J'ai dit que nous aurons les AVC. Et pour nous éviter les AVC, ils ne peuvent pas accepter. Vous préférez les AVC des petits créateurs d'entreprise. Je vous dis donc qu'ils ne peuvent pas déclarer les biens. Parce qu'aucun d'entre eux ne peut justifier les biens. Et ça signifie même qu'on ne doit pas les arrêter. Parce que comment vous arrêtez quelqu'un, vous dites qu'il s'est enrichi illicitement, sur quelle base? Puisqu'il n'a pas déclaré ses biens. Mais vous l'arrêtez qu'il s'est enrichi illicitement. Parce que pour que vous arrêtez Menunga, il faudrait qu'au départ, quand vous avez nommé Menunga, il vous dit qu'il avait 3 coqs, 3 chèvres, une maison et peut-être une voiture. Et que pendant le mandat, vous constatiez qu'il a maintenant 10 voitures. Mais sauf que je ne vous ai rien déclaré quand vous m'avez nommé. Donc en réalité, vous n'avez aucune base pour m'interpeller. Vous comprenez donc en réalité, la constitution camerounaise, non seulement doit être
modifier. On n'a même pas encore totalement appliqué. Non, on ne veut même plus. On ne veut même plus qu'on l'applique. On doit refaire une constitution qui correspond à nos attentes. Parce que un des éléments, et je sors par là, que les acteurs politiques dénoncent chaque jour, ramener l'âge électoral à 18 ans, c'est consacré dans la constitution que la capacité électorale, c'est 20 ans. Ça pose un problème de fond. Donc vous comprenez qu'en réalité, c'est une loi obsolète qu'on devrait modifier aujourd'hui parce qu'elle n'a même pas pu obsolète au Cameroun. À 30 ans seulement, vous trouvez qu'elle est déjà obsolète cette loi-là, mais là c'est le juriste qui va parler en même temps en politique. Sur ces 30 ans d'existence de notre constitution, le taux de satisfaction de son implémentation se situe à quel niveau? Je dois avouer que c'est quasiment un sujet de thèse que vous avez soumis à notre appréciation parce que je suis partagé entre l'envie de donner un avis politique et de donner un avis de juriste. Mais je voudrais, avant tout débat au fond, commencer déjà par vous dire que la constitution dont nous parlons n'a pas 30 ans. C'est une constitution qui est beaucoup plus vieille que ça. Il s'agit de la constitution du 2 juin 1972, qui a été révisée le 18 janvier 1996. Le problème, c'est que la révision a été tellement vaste qu'on a fait croire aux Camerounais qu'on les avait dotés d'une nouvelle constitution. C'est pour cela que je passe autant à dire que les camarades de mon grand frère Lucien Bidima font dans l'escroquerie politique. Tout simplement. Là, c'était le juriste parce qu'il fallait élaguer cette côté. Donc, ce n'est pas 30 ans. C'est une constitution qui est beaucoup plus vieille que ça. Elle date de 1972. Première chose. Deuxième chose. Maintenant, la révision du 18 janvier 1996 avait vocation à faire entrer le Cameroun dans l'ère de la décentralisation de la gestion de la chose publique. C'était en fait ça le problème. Et 30 ans plus tard, là maintenant on peut donc faire plutôt un bilan de la révision. 30 ans plus tard, je ne suis pas expert des questions locales, mais j'ai la faiblesse de croire que les maires que je fréquente pleurent tous, qu'ils soient du RDPC, du PCRN et j'en passe. Les gens se sont arrangés avec un seul article. Je dis c'est une escroquerie politique que ces gens ont organisée. Dans la loi portant code de la décentralisation, portant code des collectivités territoriales décentralisées, il y a un article qui dispose que l'institution qui transfère les compétences peut également les exercer. C'est avec cette disposition-là, qu'on a tué l'ensemble de la loi. On a tué l'ensemble de la loi. Et forcément, donc, s'il faut dresser un bilan sans complaisance, un bilan sans concession, Lucien Bidima lui-même, qui est sur le terrain, sait que la décentralisation est un échec. Ça, c'est parce que je veux être même doux. Parce qu'en réalité, elle n'a jamais été implémentée. Elle n'a jamais été implémentée. Parce que, si vous pouvez pas dire aux gens que, Ernest m'a pris ça dans la bouche, le mot, l'adverbe progressivement. Vous ne pouvez pas mettre 30 ans. Je voudrais rappeler quand même, et là c'est encore le juriste qui parle, je voudrais rappeler que la Constitution consacre. Oui, Constitution consacre. La Constitution consacre. Quand vous connaissez le sens du mot consacré, vous vous demandez comment ils font pour réussir 30 ans plus tard à faire des tours de précipitation intellectuelle pour vous démontrer que non, ça se met en place progressivement. Quelque chose que la Constitution a consacré doit être simplement appliqué. S'il y a des lois qui doivent en disposer, vous les prenez et les gens qui doivent appliquer ces lois se mettent au travail, point à la ligne. Il ne faut pas 30 ans pour décentraliser un pays. Ensuite, la révision de 1996 avait vocation à prévenir les actes de prévarication de la fortune publique. Bon sang, est-ce que la corruption ne se porte pas très bien au Cameroun? Elle ne s'est même jamais aussi bien portée qu'aujourd'hui. Nous la vivons au quotidien. Si vous voyagez, vous vivez la corruption au quotidien. Si vous fréquentez les administrations, vous vivez la corruption au quotidien. Pire, si vous êtes un homme d'affaires, c'est la catastrophe. On parlait du GICAM tout à l'heure. Le climat des affaires est délétère. Et ce n'est pas tributaire uniquement à la crise post-électorale de l'année dernière. C'est depuis. Et la pire chose, c'est que, quand je dis qu'ils sont dans l'escroquerie politique, c'est que en 30 ans, ils vous ont créé la NIF, la CONAC, le TCS et une autre pléthore d'institutions de Consup et autres pour vous donner l'impression qu'ils sont en train de travailler à lutter contre la corruption. Sauf que c'est une impression, c'est le mot. C'est une impression. Pourquoi?
La corruption est un sous-produit d'un mode de production idéologique, le néocolonialisme. Hubert Kamgan, dans son livre Le Cameroun au XXIe siècle, sorti de la CEMAC, puis œuvre à bâtir les États-Unis d'Afrique, le dit. La corruption est consubstantielle au régime Biya. Si il se met à combattre réellement la corruption, il va se faire harakiri. Ce sera pour lui comme si c'est la branche sur laquelle il est assis. Donc en réalité, il ne combat pas la corruption, il fait de la gesticulation institutionnelle pour donner l'impression aux bailleurs de fonds internationaux qu'effectivement il combat la corruption. Mais en réalité, nous savons que la corruption, elle va de l'agent de l'État le moins capé au sommet de la pyramide institutionnelle. Et il y a une troisième chose que la Constitution, la révision constitutionnelle de 1996 était censée nous apporter. C'est une plus grande participation des populations à la prise de décision publique, notamment à travers les élections. Puisqu'on a tous critiqué l'ONEL, on s'est dit qu'avec l'avènement de l'Elections Cameroun et la loi portant code électoral, les choses vont bouger. Mais sauf que comme d'habitude, je vous ai dit, dans chaque loi, on met toujours une petite disposition qui permet de vous donner la chèvre, mais de garder la corde. Et quand on dit garder la corde, elle n'est pas longue. Hein. Le bout qu'on vous laisse là est tout petit. Il tient quasiment le cou de la corde, le cou de la chèvre. Comme ça. Oui. Donc, il vous donne la chèvre. En fait, vous caressez la chèvre, il vous donne l'impression que vous la tenez, mais ils tiennent leur chèvre. Parce que, pour ceux qui vont aux élections, nous étions aux élections législatives et municipales en 2020, nous nous apprêtons à y aller en 2026. Mais il y a des goulots d'étranglement. Moi, je me souviens, lorsque je voulais monter les dossiers pour la liste à la commune de Mona-Télé, le sous-préfet disparaissait parfois. Et rien ne lui arrive. On ne le trouvait pas. Non, elle n'est pas là, on n'arrive pas à mettre la main sur elle. Vous voulez, elle sait pertinemment que c'est à ce moment précis-là. Vous avez 15 jours pour monter vos dossiers, les gens disparaissent. Les mairies étaient fermées. D'accord. C'est fait à dessein. Maintenant, je voudrais sortir par là. En disant aux populations camerounaises que ce que nous disons, ça n'a pas vocation à les décourager. Il ne faut pas que les gens se découragent. Les gens doivent s'emparer de la chose politique. Je suis un acteur politique. Et je vous dis, mon homologue du Rassemblement démocratique du peuple camerounais n'a pas de vision. Ou s'il a une vision, sa vision c'est de s'organiser au pouvoir. On va laisser sur la mise en œuvre de la Constitution. Et par conséquent, la révision constitutionnelle de 1996 n'avait vocation pour lui qu'à mettre en place un ensemble de mécanismes qui lui permettraient effectivement d'atteindre sa vision, celle de rester au pouvoir. Je vous rappelle qu'il s'appelle il est en train de marcher allègrement et galardement vers 50 ans de pouvoir. D'accord. Lucien Bidima, sur ces différentes observations, la Constitution n'a pas encore été totalement mise en place. Il y a la haute cour de justice qui n'existe pas. Il y a la déclaration des biens, l'article 66 qui n'est pas appliqué. Et puis il y a beaucoup de manquements dans la mise en œuvre de la décentralisation qui était l'objet central de cette révision constitutionnelle ou cette nouvelle Constitution. J'ai un frère qui s'appelle Mbesera Fin, c'est un libre penseur de chez nous. Il a dit un jour, lorsque vous n'aimez plus votre femme, vous trouvez même que sa coiffure est du coup devenue mauvaise. Alors, mais il y a quelque chose qui est incroyable. Et je crois que Séraphin Lemba a raison. Du coup, on regarde la constitution du Cameroun que tous les pays du monde entier ont vu. Du coup, on va aller chercher un ou deux petits articles pour dire que non, il faut éliminer cette constitution. On n'arrive même pas, moi je ne suis pas juriste, et c'est pour ça que je voulais prendre la parole après eux. Moi je veux parler sans citer vos lois, sans citer, parler terre à terre comme quelqu'un du village qui regarde quelque chose, qui dit qu'est-ce que c'est même que la Constitution. Avant c'était quoi? Aujourd'hui c'était quoi? C'est devenu quoi? Il y avait quoi avant? Avant, nous étions dans un état fédéral, après on nous dit on est passé dans un état unitaire. Et dans cet état unitaire-là, il n'y avait pas la démocratie. C'est-à-dire, mon petit frère qui est à côté de moi ne pouvait pas parler comme il parle là. Nous sommes là dans les années 72. Et après, on arrive en 1996, on dit qu'il faut revoir la Constitution. Ça doit être un état unitaire décentralisé. Avant, je crois que les mairies dont il parle au niveau de la décentralisation, au niveau du budget d'investissement, je prends l'exemple de la mairie de chez moi, n'avait même pas 100 millions de francs de budget d'investissement. Aujourd'hui, j'ai suivi que le budget d'investissement de ma mairie avoisine 2 milliards. Une petite mairie d'essai.
Avant, on ne pouvait pas avoir plusieurs partis qui peuvent compétir. Depuis 90, ça a été renforcé, matérialisé en 96. Aujourd'hui, il parlait des élections législatives. Il parle des élections municipales. Il était même aux élections présidentielles. Ça veut dire qu'il y a la liberté. Avant, il n'y avait que la CATV, me semble-t-il, mais aujourd'hui, nous sommes Info TV. Tout ça est marqué dans la liberté d'expression, qui est matérialisée dans notre Constitution. Avant, je n'avais difficilement suivi qu'il y a presque tout un gouvernement en prison. Un premier ministre en prison, un secrétaire général en prison, des ministres, etc. à cause de la corruption, du détournement des biens. Mais aujourd'hui, il y a ça. Et on vous dit que non, la corruption, on ne combat pas la corruption. Monsieur Jean-Jacques, il faut que nos frères là soient vraiment sérieux. On ne peut pas dire que ça n'a pas évolué. On peut dire qu'il faut améliorer un certain nombre de choses. Le Cameroun est passé d'un État unitaire à la limite autocratique à un État décentralisé démocratique. Grâce à qui? Grâce au président Paul Biya. Même si il a commencé à me dire, oui, on doit faire le testament. Voilà le testament du président Paul Biya que je commence à faire. Parce que le président Paul Biya est encore là peut-être pour 14 ans. Donc il faut commencer par faire son testament. Donc je veux vous dire nous tous, nous devons être en phase de ce que nous voulons. Voyez-vous, vous avez les grands juristes. En 2020, quelqu'un se décide de ne pas aller aux élections. Il s'appelle le professeur Maurice Kamto, c'est un homme politique. Et après, parce que le MLC voulait à tout prix l'imposer à l'élection présidentielle, on nous a imposé un débat sur le mandat impératif. Tu sais ça, mon frère. Pendant presque 5 ans, on n'a parlé que de ça. Mais finalement, il a pris un parti politique, Yango, il a même abandonné son MRC et n'est pas allé aux élections. Est-ce que c'est encore le problème de la Constitution? C'est que nous ne voulons pas nous arrimer nous-mêmes au droit constitutionnel et respecter d'abord cette Constitution. Ce n'est pas que le président Paul Biya qui doit respecter la Constitution. Ce n'est pas que quelque chose n'est pas mis en place. Mais alors, ce qui est mis en place, comment on exerce, comment on utilise ça? Si aujourd'hui certains mêmes n'arrivent pas à travailler, est-ce qu'ils vont accuser la décentralisation? Quand il est vrai que les moyens qui sont mis à leur disposition, que font-ils de ces moyens? Certains d'entre eux. Si certains députés n'arrivent pas à venir vous faire le compte rendu parlementaire et ils reviennent que 4 ans après, parce qu'ils veulent encore être députés, organiser des associations, des matchs, etc. Est-ce que ce député-là a lui-même respecté la Constitution alors que la Constitution lui a donné les moyens? Peut-être au niveau du gouvernement de faire certaines propositions de loi. Combien de propositions il a fait? Est-ce qu'il peut vous donner le compte rendu de ce qu'il a fait là-bas au Parlement? Est-ce que c'est encore la faute de la Constitution ou du président Paul Biya? Si aujourd'hui, vous venez à mon Dieu Vision, vous commencez à insulter Jean-Jacques Zé, vous ne respectez pas sous le label de la Constitution et de la démocratie, sous le label de la liberté de la presse, vous ne respectez pas vous-même les textes constitutionnels. Est-ce que c'est après que vous allez dire que c'est la faute de la Constitution? Si vous n'arrivez pas, nous sommes à quelques jours ou à quelques semaines des élections législatives et municipales, les partis politiques viennent vous dire qu'ils sont même incapables de se rassembler. Ils oublient eux-mêmes que si tous les partis de l'opposition étaient rassemblés et avaient la majorité parlementaire, je parle sous ton contrôle, petit frère, ces partis politiques avaient la capacité de bloquer l'action gouvernementale. Et ils ont eu cette majorité-là en 1992. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils étaient même incapables de s'entendre sur le nom du président de l'Assemblée nationale. Donc tout ce que nous faisons là, c'est le jeu de tam-tam, où quand tu dis quand, l'autre peut dire quoi, mais en fait on dit que le tam-tam ne marche pas bien, ce n'est pas vrai. D'accord. Je dis que si chacun de nous respectait la Constitution, si chacun de nous utilisait à bon escient cette Constitution-là, parce que cette Constitution a totalement évolué. Ce n'est plus la Constitution de 1972. Ce n'est même plus la révision, peut-être de 2008, en fait, je ne connais pas très bien les dates, mais ce n'est même pas la Constitution de 1997 qui évolue autant que fait ce peu. S'il y a 1 ou 2 articles, mais il faut faire attention, parce qu'il y a l'autre gouvernant. Vous ne déclarez pas vos biens.
Dès que le TCS vous prend, vous avez l'obligation de justifier ces biens. Et quel est le résultat? Jean-Jacques, on vous arrache tous ces biens. D'accord. Alors, mais je conclus en disant, nous sommes dans un État unitaire décentralisé. Chacun de nous doit jouer sa partition. Là où je ne peux pas être d'accord aussi, je ne veux pas dire que tout est bien. Si l'État a décidé que les ministères doivent transférer 15% de leur budget au niveau des mairies qu'ils fassent, simplement. Pourquoi ne pas le faire? Et maintenant, c'est que moi je vais demander, et je fais donc une proposition. La proposition, c'est qu'il faut créer une cour. Encore. Donc il faut créer une cour. Le contrôle des territoires, des communes, si on peut dire comme ça. Et même aujourd'hui, nous avons ce qu'on peut appeler les régions. Parce que véritablement, Jean-Jacques, il faut un audit. Si moi j'ai à demander quelque chose à mon propre parti, je vais vous le dire. Hein. C'est-à-dire, les rumeurs, aujourd'hui, on ne doit plus être maire si on n'est même pas capable de lire un compte d'exploitation. Si on n'est même pas capable d'amener les biens qui partent, les besoins qui partent du fonds pour l'euro. Si on n'est même pas capable de revendiquer ce qui est normal, ou si on n'est même pas capable de faire un audit de son propre budget. Alors là, c'est ce que moi je demande à mon propre parti. Et là, là ça intéresse François. Il faudrait dans le RDPC qu'on implémente ça pour avoir l'efficacité, l'efficience, la bonne gestion des territoires décentralisés et de nos communes. Merci, et pour que la Constitution spécialiste des territoires, la volonté du chef de l'État. Lucien nous offre une belle perche, hein, dont les manquements, les incongruités, les absences, la mise en œuvre de cette Constitution. Il y a le volet consacré à la décentralisation qui reste questionnable jusqu'à présent. Oui, je suis admiratif de ce que vient de la déclinaison que vient de faire le grand frère Lucien Bidima. À la réalité, si nous entrons de plein pied dans la Constitution, l'éminent juriste parlait il a évoqué la disposition tout à l'heure, c'est le Cameroun est un État unitaire décentralisé. En cela, on voit tout de suite la gouvernance. Et s'il faille aller à l'intérieur, peut-être pour d'abord faire un clin d'œil et être preneur de son analyse sur un certain pan, voyez-vous, l'article 55 de cette Constitution, je crois l'alinéa 2, oriente la mise en place et le vote des conseillers municipaux et des maires. En cela, Jean-Jacques, je voudrais aller plus loin pour conformer mon propos à ce que disait Paul Stéphane. Un peu plus loin, vous verrez qu'il y a des limites par rapport aux élections qui arrivent. Je prends un cas simple, Jean-Jacques. Il y a pour les élections qui arrivent, les élections des conseillers municipaux qui arrivent, il y a un souci sérieux. C'est en fonction de la population qu'on calcule le nombre de conseillers dans les communes. Alors si je prends un cas simple sur les communes peut-être d'Union Esso, vous verrez que les données statistiques d'Union Esso vous disent que nous sommes à moins de 150 000 habitants dans l'Union Esso. Et allez voir aujourd'hui, ça c'est dès le 2001. Donc un problème se pose, est-ce que les données qui ont été consacrées sont, c'est-à-dire que pour le nombre de conseillers, il y a pour la population, il y a un nombre de conseillers en conséquence. Donc ici, nous prenons la commune par exemple de Batouri. Si nous retournons par exemple dans la région de l'Est, vous verrez qu'avec il y a eu une explosion démographique de ce côté-là. Et ce qu'on ne voit pas tout de suite, c'est que le nombre de conseillers a une incidence sur les répartitions, par exemple, des ressources liées à la péréquation. Je prends un cas simple. Vous prenez par exemple le budget qui vient d'être lancé du côté de la Damawa. La région de l'Est est dernière, avec 27 milliards à peu près, 27 milliards si ma mémoire est bonne. Or, sur ces territoires, vous avez les territoires où on exploite le plus de ressources naturelles, le plus c'est là où il y a c'est le plus grand territoire, c'est l'espace où on a le plus, qui contribue le plus au PIB du Cameroun. On ne peut donc pas, sur la base d'une péréquation, parce que ce qu'on oublie, c'est qu'il y a eu flux démographique par rapport à l'exploitation des ressources naturelles, et la population, par exemple, c'est pas un chiffre simple de Betaro ou bien de Garoboulaye ou de Batouri, c'est passé de 65 millions à Batouri à plus de 150 millions d'habitants aujourd'hui. 150
000 habitants, je veux dire, aujourd'hui. Cela suppose donc quoi? En incidence, on ne devrait plus avoir un nombre de conseillers, peut-être de 34, on devrait passer à 41. Donc, voilà les problèmes qu'il y a sur les territoires. Maintenant, je reviens à quelque chose de plus, sur les questions de gouvernance. Il faut comprendre une chose, Jean-Jacques, c'est que le profil du maire n'a pas été défini dans la Constitution. Donc le profil du maire n'est pas prédéfini. Et la Constitution parle de l'élection des conseillers municipaux. Et quand vous prenez les missions des conseillers municipaux, vous voyez que ce n'est que lors de cette mandature qu'ils ont exercé pour la première fois de façon totale leur mission. Avant, c'était des communes qui étaient gérées comme des épiceries. Et si vous retournez même à une période plus antérieure aux lois d'orientation de 2004, vous verrez que c'était des communes administrées. Donc, aujourd'hui, nous sommes donc dans le management, dans la gouvernance locale, où donc, et c'est là je suis d'accord avec M. Bidima, où les préoccupations doivent passer la base pour être traduites en projet et être financées. Le problème ici, c'est que si vous prenez le cas des territoires en ce moment-ci, les maires ont géré au moins 5 types d'externalités négatives. C'est-à-dire, vous prenez par exemple, ils ont expérimenté la loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées. Ils ont connu les contentieux post-électoraux. Ils ont connu la période post-Covid. La fiscalité. Ils ont connu maintenant la loi de 2024 portant encore fiscalité locale. J'en arrive donc pour dire quoi? Aujourd'hui, si vous prenez la loi portant fiscalité locale, toutes les ressources ont été recentralisées. C'est-à-dire que je prends un cas simple, on peut l'appeler. Je vous parle des chefs d'œuvre. Vous prenez les données peut-être d'une commune comme Batouri, où il y a un dynamisme économique pas possible. Et vous voyez donc que les gens peut-être qui collectaient 20 à 30 millions par mois sont en fin d'année incapables de recevoir de l'État central 10 millions. Je dis en 12 mois. Et là même, et jusqu'en fin d'année, quand vous prenez, jusqu'au 31 décembre, vous n'avez même pas reçu ce fonds-là. Vous prenez le cas de Garoboulaye. Ils sont passés de 20 millions sensiblement par mois à 5 millions pour le trimestre. Donc voilà les réalités, c'est les faits. Et maintenant, on a inventé la loi sur la fiscalité locale. L'IGS sera l'impôt général synthétique, les droits d'assises. Et vous ne pouvez donc pas, monsieur Ernesto Yéné, vous prétendez à la commune de Yaoundé-Ka, voyez-vous, l'enlèvement des ordures par la taxe, par les droits d'assises, si ce n'est pas réservé et reversé à temps aux maires, ils sont dans l'inaction. Ils ne peuvent rien faire. Ils sont dans l'inaction. Donc voilà les réalités et les douleurs et les préoccupations majeures que connaissent les maires. Et peut-être Jean-Jacques, j'oublie un détail. Il y a des éléments du parti de M. Bidima qui font encore que à chaque fois, ils se regroupent sur le terrain et le maire les reçoit. C'est une exigence. Oui. Et il prend les ressources où? Voyez-vous, et c'est un sérieux problème. Donc, et les maires ne peuvent pas participer. Vous allez le convoquer comme vous avez convoqué M. Eric Ndo au conseil de discipline. Il se taise. Donc, c'est le merta, mais c'est des douleurs, ils ont plié la main à. Merci beaucoup, c'est entendu. Bonsoir Jean-Jacques. Je suis totalement d'accord avec M. Stéphane Mounouga. Souvent, on nous parle de troubles à l'ordre public et on oublie que la salubrité publique en fait partie. Bonne émission à vous, Félix, depuis Paris. On salue les Camerounais de Paris qui suivent nos différents programmes attentivement. Bonsoir à vous. La Constitution, bien qu'elle soit révisée en 1996, demeure l'heure, comme toutes les lois du Cameroun d'ailleurs. Au Cameroun, les hommes sont plus forts que les lois. En 2008, on est allé changer la Constitution pour le président de l'association qui gère ce pays, pour qu'il se représente 1 milliard de fois. Et là, cet article a été directement mis en pratique. Par contre, la décentralisation, le bien-être des populations, comme le consacre la Constitution, on parle de progressivement. Lorsque les lois concourent à renforcer le pouvoir du président de la République, alors qu'elles sont rapidement appliquées, mais lorsqu'elles concernent le bien-être des populations, elles sont appliquées progressivement, sinon jamais. Willy de Mbankomo qui nous propose cette lecture-là. Cher oncle Bidima, j'ai beaucoup d'estime pour vous. Lorsque nous sommes en famille, mais tu attises... bon, donc le désaccord
à chaque fois que tu es sur un plateau de TV pour défendre le RDPC, qui est un véritable cancer pour le Cameroun. Je suis une Voreya. Les maires travaillent vraiment au Cameroun et ASE en particulier. Le mien a un seul mandat et il a un immeuble qui pousse des terres ASE en fou, en côté. Pendant ce temps, ASE n'a pas de lumière depuis plus d'une décennie. Manga depuis Siméon. Voilà, tu connais les investissements du maire. Les fractures anglophones, succession, centralisme, à 30 ans, il reste un outil de continuité pour plus qu'un levier de transformation. Pour la jeunesse et les femmes, thème du septennat, une révision ambitieuse serait urgente, sinon il risque de symboliser l'immobilisme face à une population impatiente. Goldfinger Max depuis Essos qui envoie ce message-là. Est-ce que les produits de plantes de vie réagissent progressivement? C'est instantanément. D'où on appelle le produit King Finic 24 la solution. C'est-à-dire qu'en 24 on commence à avoir des résultats. Mais on ne peut pas guérir du chlamydia en 24, c'est pas possible. Mais les signes qu'on ressent, les symptômes qu'on ressent, les symptômes apparents du chlamydia qu'on ressent en 24 heures vont s'estomper. Ça veut dire que si, par exemple, mon voisin Ernesto a peut-être les démangeaisons, j'ai dit si, je ne dis pas qu'il a les démangeaisons, ou bien s'il a peut-être les fourmillements. J'ai dit si. Donc s'il a les démangeaisons, ou bien s'il a peut-être les symptômes apparents du chlamydia, en 24, ces symptômes vont disparaître. Je ne vais pas m'attarder sur le King Finic 24, la solution, parce que j'ai un produit ici. Lui, il connaît un peu l'histoire parce qu'en principe, on devait mettre un baume ou une pommade. Mais on a préféré mettre tout ça en poudre pour que le plus grand nombre de personnes puissent consommer ce produit. Des personnes qui sont victimes d'arthrose, de rhumatisme, des nerfs sciatiques ou bien même de gouttes, et même des personnes là qui ont des problèmes lombaires et même des personnes qui sont en surpoids et que les os n'arrivent pas à supporter la masse corporelle, le produit Rhumatox vient vous apporter des solutions de manière concrète. Alors, comme lui là à côté, je vais lui faire bénéficier donc du Rhumatox. C'était ça. Le produit Rhumatox qui concerne toutes les personnes, surtout des personnes âgées qui ont des problèmes, les problèmes articulaires et même les douleurs musculaires, et aussi, comme je l'ai dit tantôt, qui ont des douleurs au niveau des genoux, même au niveau des chevilles, et qui n'arrivent même pas parfois à se déplacer normalement, ou bien même des personnes qui, lorsqu'elles s'asseyent, elles ont du mal à se regresser, bien à se placer debout, elles ressentent des douleurs, que ce soit au niveau des épaules, bien au niveau de la colonne vertébrale. Le produit Rhumatox est la solution. Alors, chers parents, chers grands-pères, chers mamans, vous qui marchez avec les cannes, le produit Rhumatox vous concerne. Le produit Rhumatox, c'est pas un baume, c'est pas une pommade, c'est un produit qui est buvable, et il est buvable de la manière la plus simple. On va ouvrir sa boîte, on va puiser une cuillère à café qu'on va mettre dans un litre d'eau et demi, on va boire un verre matin, un verre soir, aussi simple que ça. Il renforce les os, il renforce même le cartilage, même des personnes qui sont victimes des os qui se rongent du fait qu'elles ont un système immunitaire défaillant, parce que oui, le Rhumatox renforce le système immunitaire. Je ne terminerai non pas, vu que le papa a demandé, je vais lui donner pour qu'il aille déguster. Lui, c'est pas les deux. D'accord. Il a eu les deux. Donc, Yaoundé, nous sommes situés au quartier Nkolondongo, Carrefour, Iptek, à l'immeuble Baïga Center, face maison du parti ou maison de la femme. Douala, nous sommes situés à la Cité des Palmiers, derrière le lycée de la Cité des Palmiers, et nous sommes aussi à Aquanor, ancien hôtel Madiba, lieu-dit Église Salem, et là nous répondons au numéro 695 24 24 31, 695 24 24 31, ou encore le 676 42 31 32. Pour des personnes qui sont à Yaoundé, c'est le 698 18 03 34, 698 18 03 34, ou encore le 676 98 81 76. Douala, Yaoundé, comme je l'ai dit, Yaoundé, nous sommes en Kolondongo, Carrefour et peut-être à l'immeuble Baïga Center, face maison du parti.